Alors vous avez la possibilité comment dirais-je, de poster des messages. Le souci c'est que je ne peux pas forcément les lire, à mon avis. Et j'espère qu'on m'entend. C'est toujours la difficulté de l'exercice. On va attendre un petit peu, il est 58. Il y a deux personnes de connectées. Alors, il est 18 heures. Il est 18 heures, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Et je vois, genre, j'espère que vous m'entendez. C'est toujours un petit peu le même souci. Et je vois qu'il y a 4 personnes de connectées, dont Monsieur Tranet. Vraiment, je suis très honoré. Et c'est très très bien. Et merci beaucoup. Et voilà. Et en tout cas, j'espère que mon sujet va vous intéresser. Voilà. Il y a 6 personnes. Alors là, c'est. Alors là, je suis comblé. Il y a 6 personnes, c'est très très bien. Alors il est 18 heures, c'est ça, 18h02. Pour une fois, on va pas perdre trop de temps. J'ai commencé presque tout de suite. C'est très très bien. Alors vous me pardonnerez tout d'abord ce petit, comment dirais-je, cette petite introduction musicale qui rappellera quand même des choses à certaines personnes. Moi, ça m'est venu subitement aujourd'hui. Je cherchais quelque chose un petit peu qui soit en introduction, un petit peu amusante. Voilà, ça n'a rien à voir avec Napoléon, mais bon. Et j'ai pensé à cette chanson, naturellement, des Charlots qu'on entendait dans les années 70. Moi, j'étais môme, hein, préadolescent, on va dire. Et ils chantaient cette histoire du petit bois. Voilà, voilà. Alors, bon,
on va redevenir sérieux un petit instant. Pourquoi le petit bois? C'est parce que pour ceux qui ont lu mon invitation, je crois, sans doute, l'affaire que je vais vous relater, encore une fois modestement, s'appelle l'affaire du bois du Canet, justement. Au début, effectivement, ça se passe dans un bois. Voilà, d'où cette petite, cette petite digression, je dirais, à propos de la chanson des Charlots. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, bonsoir et puis bienvenue à cette vidéo qui doit être cette modeste conférence. Hein. Encore une fois, je ne suis pas conférencier ni encore moins historien professionnel. Hein. Je ne suis qu'un modeste, enfin, je crois, un modeste amateur éclairé et accessoirement membre lambda d'associations napoléoniennes comme le souvenir napoléonien. Voilà, voilà. Et j'avais pas du tout d'ailleurs prévu de me lancer, comme on le sait, hein, dans ce genre d'exercice. Il aura fallu le confinement, etc. pour que je me lance dans cet exercice de vidéo, voilà, un petit peu historique. Voilà, voilà. Alors, 18h04, c'est très bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes de connectées, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais commencer le récit de cette nouvelle affaire qui suit un petit peu les précédentes, hein, celles dont j'avais parlé, c'est-à-dire qui s'inscrit toujours, j'avais pas du tout prévu d'aborder ce sujet, mais qui s'inscrit toujours dans les conspirations royalistes, bien entendu, contre notamment Napoléon au pouvoir. Hein. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai parlé la dernière fois de l'enlèvement d'un évêque, ça se passait dans le Morbihan, sauf erreur. Et puis au tout début, j'ai parlé du sénateur Clément Brice aussi, ça se passe sous le consulat en 1800, un petit peu plus tôt. Et j'ai parlé aussi de l'affaire, un peu plus tard en 1808, de l'affaire Armand de Chateaubriand. Armand de Chateaubriand qui est le cousin méconnu de l'écrivain, et qui lui était aussi un fervent royaliste. Voilà, ça se passe dans le Morbihan, et ça se passe en Bretagne. Il était né à Saint-Malo comme son cousin. Voilà. Alors là, cette affaire du Canet ne se passe pas dans le Morbihan, mais se passe, ni même en Vendée d'ailleurs, mais se passe en Normandie. Voilà. Alors donc bonsoir de nouveau, hein, voilà, c'est très très bien. Bonsoir, c'est très gentil. Bonsoir la Belgique. Voilà, c'est très gentil. Très très bien, c'est parfait. Bonsoir les Vosges, si j'ose dire. C'est la terre de mes ancêtres, que je ne connais pas, j'y suis jamais allé, mais bon, c'est comme ça. Alors, nous sommes, donc je vais commencer brièvement le récit. Nous sommes le 7 juin 1807. C'est donc l'Empire. Nous sommes naturellement sous le Premier Empire. Et nous sommes sur une petite route, voilà, un chemin, voilà, en Normandie, effectivement. 7 juin 1807, c'est le soir, il est environ 8 heures du soir, en Normandie, sur une route entre la ville de Falaise et la ville de Caen. Caen, c'est le chef-lieu, naturellement, c'est le chef-lieu du Calvados. Très bien. Et sur cette petite route, il y a une charrette, on va dire, un petit peu, voilà, avec un charretier, qui avance, qui est tiré par 3 chevaux, d'accord. Et donc il y a un charretier, il y a un voiturier, on va dire, lui, il est sur ce chemin, sur cette route. Sauf que c'est pas un charretier tout à fait ordinaire, hein, c'est pas un paysan. Derrière lui, dans la charrette, il transporte plusieurs caisses, il y en a 4 ou 5, sauf erreur, des caisses très lourdement chargées, on va dire, et des caisses qui sont scellées. Qu'est-ce que transportent ces caisses? Tout simplement, elles transportent de l'argent. Car cette charrette, en fait, c'était ce qu'on pourrait dire les convoyeurs de fonds un petit peu de l'époque, le trésor public de l'époque. Tout cet argent que cet homme transporte, c'est la recette fiscale. Voilà, produit des impôts, etc. En Normandie. Et quelque temps auparavant, je pense que le voyage, on va dire entre guillemets, devait prendre 2 ou 3 jours. Il était parti de la ville d'Alençon, je crois, même d'Argentan, qui se trouve en Normandie, une halte à Alençon, etc. Là, nous sommes le soir du 7 juin. Il avait prévu de faire une halte dans un petit village un peu plus loin, pour arriver finalement à sa destination, c'est-à-dire le chef-lieu
Caen, la ville de Caen, bien entendu, le lendemain. Le lendemain matin, c'est très très bien. Voilà. Alors lui, lui, il est là, il est sur la route, effectivement, le charretier, avec ses caisses pleines d'argent derrière. C'est pleines d'argent quand on dit, je dis argent, c'est-à-dire c'était des pièces de monnaie, bien entendu. Il y en avait, ça on le saura plus tard, il y en avait environ pour un peu plus de 60 000 francs, ce qui à l'époque devait quand même bah, déjà représenter quand même une belle somme. Il y a des pièces en argent, bien entendu. Ah, nous sommes en 1807, bien entendu. C'est le franc germinal, bien entendu. Et des pièces encore plus précieuses, je pourrais dire, il y a peut-être une ou deux caisses également de pièces de monnaie en or. Bah, c'était la pièce de 20 francs, c'était, sauf erreur, c'était ce qu'on appelait le Napoléon. Voilà, Napoléon. Bon, et puis il y a aussi une autre caisse ou deux peut-être qui contiennent, moi je ne connaissais pas trop, qui contiennent ce qu'on appelait de la monnaie de billon. Qu'est-ce que c'était que la monnaie de billon? C'était un petit peu, je dirais, c'était vraiment de la monnaie courante, de tous les jours, pour les gens du peuple, un peu plus on va dire. C'était des monnaies qui vraiment avaient relativement peu de valeur, mais qui servaient pour les échanges courants, et dont la composition était surtout de l'alliage. Il y avait un peu de cuivre, il y avait un peu de zinc, des choses comme ça. Donc le plus important, bien entendu, c'est les Napoléons en or et en argent, bien entendu. Alors lui, il est sur la route comme ça, d'accord, d'accord. Il est suivi à une certaine distance, peut-être environ 100 ou 200 mètres, par un gendarme à cheval qui l'escorte. Bon, alors le gendarme, il est un petit peu en retrait, pourquoi? Parce qu'il s'est un petit peu attardé sur la route, ils ont croisé des villageois, hein, des paysans de la région, etc. Et ils ont sans doute un petit peu engagé la conversation, ce qui fait que le gendarme, merci beaucoup, merci pour l'introduction. C'est bien parce que là, pour une fois, en fait, c'était juste une question de paramétrage. Et là, je peux lire les messages, c'est très très bien, alors que les vidéos précédentes, je ne les voyais pas. Voilà, donc ça c'est. Merci, monsieur cher Claude Tranet, c'est très très gentil. Voilà, je reviens, moi, ici. Le gendarme, il est un petit peu en retrait, peut-être 100 mètres, quelque chose comme ça. On saura plus tard, et ça c'est une allusion, mais il se reconnaîtra, on saura plus tard que la charrette, qui comporte naturellement de l'argent, c'est pas n'importe quel convoi, on va dire, hein, la charrette aurait dû être escortée par 3 gendarmes. Sauf que, auparavant, lors d'une halte précédente, les 3 gendarmes ont été réquisitionnés pour autre chose. Une autre mission, bref, ils sont partis. Bon. Et comme ça, un petit peu au pied levé, on a trouvé un 4e gendarme. Et lui, ce 4e gendarme, il a accepté de faire le chemin avec le charretier jusqu'à Caen. Pour pas quand même qu'il soit tout seul. D'accord. D'autant que, précédemment, il me semble que c'est l'année précédente, toujours en Normandie, aux environs d'une autre ville qui s'appelle Coutances. Coutances, c'est toujours la Normandie, ça doit pas être le Calvados, mais peu importe. Il y avait une attaque, mais cette fois-ci une attaque de diligence avec des voyageurs. Bon, là, c'était plutôt peut-être, je dirais, des bandits de grand chemin pour les détrousser. D'accord. Là, c'est affaire du Canet, comme on va le voir, bien entendu, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des bandits de droit commun, je dirais, ce sont des royalistes. Derrière cette affaire, il y a bien entendu une arrière-pensée politique, bien entendu. Alors, bon, le gendarme, il est un petit peu en retrait, mais il n'est pas forcément spécialement inquiet, très bien. Et alors la route, à un moment donné, traverse un bois, c'est plus un sous-bois à mon avis, qu'on appelle le bois du Canet. Très bien. Bois qui existe toujours, on peut voir sur internet des photos d'ailleurs, moi j'ai vu ça. Parfait. Bois du Canet. Bon. Alors le charretier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le bois. Oui. Sauf que il rentre dans le bois et d'un seul coup, il se trouve nez à nez avec un homme à cheval. C'est un chouan, on va dire, c'est un chouan royaliste, mais il est à cheval. Et lui, naturellement, lui intime l'ordre de s'arrêter. D'accord. C'est le chef de la bande, si je puis dire, c'est le chef de la bande. Il n'est pas tout seul, ils sont 8. 8 chouans, 8 fervents royalistes, je dirais à cheval. D'accord. Bon. Le charretier, lui, il va pas se démonter, je dirais, il va pas s'avouer vaincu, on va dire. Il va pousser ses chevaux, il va, comment dirais-je, il va traverser, il va dévier, je dirais, du chemin normal, il va essayer de traverser à travers bois.
si je puis dire. Il y a une sorte de clairière probablement, il va essayer de se lancer à travers le bois pour échapper aux chouans. Seulement que, bien entendu, vous pensez bien que les chouans, eux, sont à cheval. Euh, Ils vont intercepter un petit peu plus loin la charrette. D'accord. Le gendarme, pendant ce temps-là, lui, le gendarme, il était, je dis, peut-être environ à 100 mètres, un peu plus derrière. Lui, d'où il est, il a vu la charrette, bien entendu, dévier de chemin. Donc il se dit, il y a quelque chose de pas normal, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon. Il a sans doute vu, d'ailleurs, très très probablement, de loin des hommes à cheval. À tel point que les villageois qui l'accompagnaient, etc., vont le quitter. Eux, ils vont se précipiter, je dirais, ils vont retourner dans le village où ils sont, la première petite ville, petite commune, je dirais, à proximité, pour alerter un peu plus la population, pour essayer de rameuter d'autres gendarmes, et également de faire sonner le tocsin, de faire sonner la cloche de l'église, bien entendu, pour éveiller, pour alerter, je dirais, toute la région sur ce qui est en train, bien entendu, sur l'attaque qui est en train de se dérouler. D'accord. Le gendarme, lui, bon, il est quand même courageux, il est tout seul. Et bon, lui, il est à cheval. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser son cheval, un peu plus. Il va naturellement entrer dans le bois. Bien entendu, il a son pistolet. C'est un gendarme. C'est un gendarme impérial, donc il a son pistolet. C'est probablement un modèle en neuf, très bien. Pour ceux qui connaissent un petit peu les armes de l'époque. Il sort son sabre, qu'il avait aussi, et puis il s'enfonce dans le bois. Sauf que lui, il est surpris puisqu'il ne s'attendait pas. Bien entendu, il va tomber sur ses 8 chouans. Lui, il est tout seul. Pensez bien, donc il ne va pas pouvoir malheureusement faire grand-chose. À tel point que le gendarme va être... il y a vraiment un très bref combat qui va s'engager peut-être, voilà. Mais le gendarme va être blessé, il va recevoir une balle. Il va recevoir une balle dans l'épaule et il va tomber. Le gendarme tombe de cheval, il s'affaisse dans un fossé. Le gendarme est mis, il est mis hors de combat. Si je ne m'abuse d'ailleurs, on apprendra un petit peu plus tard sa mort. Voilà. Alors pendant ce temps-là, les chouans, vous pensez bien qu'ils n'ont pas perdu de temps, ils sont descendus de cheval, ils ont maîtrisé le charretier. Lui, je crois qu'il est attaché à un arbre, voilà. Bref, il ne peut pas faire grand-chose, il est tout seul, il n'est pas armé. Bon. Les chouans, bien entendu, vont éventrer les caisses. Ils avaient probablement dû prévoir des haches, quelque chose comme ça, d'accord. Et ils s'emparent, bien entendu, de l'argent. Bon, ce que j'ai appelé tout à l'heure la petite monnaie, les pièces de billon, ça va pas les intéresser. Ils vont les laisser sur place. Ce qu'ils prennent, naturellement, c'est les Napoléons en or et les pièces en argent, bien entendu. Le franc germinal, encore une fois, très très bien. Voilà. Oui, Coutances, la Manche, merci beaucoup. Moi, la géographie, je le dis toujours, c'est pas mon je me trompe souvent. Donc voilà, parfait, c'est le département de la Manche, très bien. Et alors eux, bon, ils prennent naturellement, ils s'empressent de prendre les pièces de monnaie qui les intéressent dans les caisses. D'accord. Bon, entre-temps, il y a d'autres gendarmes, apparemment, il y a deux gendarmes qui vont venir du village le plus proche, il y aura un bref combat qui va s'engager, un autre gendarme de blessé, mais bon, ils sont toujours, ils sont en sous-effectif, je dirais, puisqu'ils sont que deux. Bon. Toujours est-il que le résultat, c'est que les chouans s'emparent de l'argent, remontent à cheval, se répartissent, je dirais, le butin, bien entendu, et disparaissent. Bon, j'allais dire disparaissent dans la nuit, peut-être pas tout à fait, puisque j'ai dit qu'il était environ 8 heures du soir, et nous sommes au mois de juin, donc je pense qu'il fait quand même encore un petit peu jour. Tout ce petit monde-là va s'évanouir dans la région. C'est très très bien. C'est très bien pour eux, bien entendu. Voilà. Ainsi va débuter, et je vais arrêter ici provisoirement comme j'ai fait les fois précédentes, mon récit, ainsi va débuter cette affaire qui va rester un petit peu dans les annales historiques sous l'appellation, sous le nom d'affaire du Quesnay. Voilà, l'affaire du Quesnay, pourquoi c'est l'allusion à ce petit bois du Quesnay en Normandie qui existe toujours et où s'est déroulée cette attaque. Voilà, parfait. Alors, donc à nouveau bonsoir. Voilà, je vois qu'il y a 6 personnes de connectées apparemment. C'est vraiment, je suis vraiment, je suis presque confus. 7,
Merci beaucoup en tout cas, c'est très très bien. Et d'autant que c'est peut-être la dernière vidéo que je consacre aux conspirations royalistes, alors après tout, c'est très très bien. Alors, juste pour expliquer, je dirais, comme je l'ai fait les fois précédentes, pour expliquer un petit peu le contexte de l'affaire. Parce qu'encore une fois, on n'attaque pas comme ça un convoi, fût-ce des pièces de monnaie, le produit des impôts de l'époque, comme ça, par plaisir. Alors évidemment, c'est pour l'appât du gain, bien entendu. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est dans un objectif, bien entendu, politique. Alors, quel est le contexte? Nous sommes donc nous sommes en Normandie. D'accord. Euh, alors moi je dois dire personnellement, encore une fois, je suis pas historien, j'ai pas la prétention de tout savoir et tout, et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné, car j'ignorais totalement qu'il avait existé des combats royalistes en Normandie, alors essentiellement bien entendu sous la période révolutionnaire, là nous sommes sous l'Empire, mais qu'il avait existé des chouans entre guillemets, on parle même de chouannerie normande. Moi, dans mon esprit, les chouans, c'était bien entendu, un petit peu ce qu'on avait appris à l'école, c'est-à-dire les guerres de Vendée, bien entendu, en Vendée, et puis accessoirement les chouans, bien entendu, bien sûr, en Bretagne. Un personnage, moi j'ai parlé plusieurs reprises de Cadoudal, par exemple. Bah, lui, Cadoudal, il était breton, hein, et beaucoup d'autres, naturellement, étaient de Bretagne ou de Vendée. Et là, étonnamment, nous sommes en Normandie. Moi, ça m'a un petit peu surpris. Et en fait, il a existé également des combats pendant la Révolution entre les royalistes. Pour eux, c'était bien entendu ce qu'on appellera plus tard la contre-révolution, on va dire, évidemment, qui se battaient contre les armées républicaines, bien entendu. Voilà. Sauf qu'ils seront toujours à peu près, je dirais la plupart du temps en sous-effectif, il y aura des combats, mais bon, pour eux ça sera pas très probant, on va dire. Alors toute cette période sera surtout menée par un personnage qui s'appelait le comte de Frotté. Comte de Frotté, frotter comme le verbe frotter. Comte de Frotté. Bah, lui c'était un royaliste en Normandie, c'était de la petite noblesse normande, très simplement. Voilà, c'est lui qui sera l'âme, je dirais, de ces royalistes en Normandie, comte de Frotté. À tel point qu'à un moment donné, il sera nommé, si je puis dire, par les immigrés, c'est-à-dire essentiellement les princes, naturellement immigrés, le futur Louis XVIII et son frère, naturellement le comte d'Artois. Il sera nommé général en chef en quelque sorte de l'armée catholique et royale, tout à fait. Bonsoir Bordeaux, c'est très très gentil, et la région toulousaine. Non, c'est très très bien, merci beaucoup. Merci. On aurait dû peut-être attendre un petit peu parce que bon, le temps de débuter. Voilà. Alors lui, ce comte de Frotté, c'est lui qui sera effectivement, c'est lui qui va commander cette armée catholique et royale en Normandie. Sauf que à un moment donné, bon, il y aura des combats bien sûr, dont ils ne sortiront pas vraiment vainqueurs. Après, comme je l'ai expliqué déjà précédemment, plusieurs reprises, il va y avoir une pacification, on va dire, qui va s'instaurer. Napoléon, bien entendu, va prendre le pouvoir, ça va être le consulat, il va mener une politique d'amnistie, bien entendu, et beaucoup de royalistes en Normandie et ailleurs, bien entendu, vont accepter en quelque sorte de déposer les armes contre la possibilité de rester sur place, voire pour certains de récupérer une partie de leurs biens, leurs châteaux, etc. À la condition qu'ils se tiennent tranquilles. D'accord, certains vont s'exiler, c'est partir aux États-Unis ou ailleurs, c'est parfait. D'accord. Lui, le comte de Frotté, c'était vraiment le chef, et bon, je ne vais pas m'embarquer dans cette affaire, mais c'est pas mon sujet de ce soir, mais je dirais dans des circonstances peut-être un petit peu troubles, il sera arrêté avec plusieurs de ses lieutenants et il sera fusillé en 1800. Voilà, comte de Frotté. Alors ça sera la fin, pratiquement, de ces révoltes royalistes en Normandie. D'accord. Voilà. Là, nous sommes en 1807. À part peut-être une ou deux petites choses, si vous voulez, sauf erreur en 1801, 1803, il n'y aura plus rien. On peut dire que la Normandie est pacifiée. Malgré tout, bon,
D'après ce qu'on peut lire, moi j'ai lu ça, les historiens, etc., que j'ai compulsé pour préparer ma petite intervention. Malgré tout, pardon, le département du Calvados, parce que là nous sommes dans le Calvados, le département du Calvados ne sera jamais totalement, je dirais, totalement acquis à Napoléon, à l'Empire. Voilà. Il y aura toujours une certaine réticence, aussi bien dans la population, je dirais, paysanne, que parmi, bien entendu la noblesse qui reste plus ou moins sur place. D'accord. Et phénomène un petit peu de méfiance, un petit peu de réticence envers Napoléon qui sera amplifié plus ou moins, et je dirais, bon, à son corps défendant, on pourrait dire, par un personnage qui s'appelle Caffarelli. Alors Caffarelli, lui, c'était lors de cet événement de 1807, c'était le préfet du département du Calvados. D'accord. Napoléon l'a nommé préfet du département du Calvados. Alors, ce Caffarelli, à l'origine, c'était un ecclésiastique. Il avait été chanoine de quelque part, mais comme tant d'autres, bon, il s'est un petit peu, on va dire, lancé en politique et il s'est retrouvé préfet du Calvados. Alors, moi, Caffarelli, bon, les napoléoniens ou d'autres connaissent peut-être un petit peu. Moi, c'est un nom, quand j'ai lu ça, qui m'a interpellé. Et j'ai regardé effectivement, et ce Caffarelli, en fait, c'était tout simplement un frère. Je fais une petite digression rapide. C'était tout simplement un frère du général Caffarelli, général de la Révolution, qui participera à la campagne d'Italie, c'est possible, mais qui participera surtout à la campagne d'Égypte avec Napoléon, bien entendu, Bonaparte, d'accord, et qui mourra là-bas. Caffarelli qui mourra au siège de Saint-Jean d'Acre. D'accord. Il y a un film au cinéma qui est connu où le rôle du général Caffarelli est interprété par l'acteur Michel Piccoli. Voilà. Et ben alors là, c'est son frère. C'est un frère cadet, lui, il était préfet. D'accord, il est préfet. Sauf que ce Caffarelli, il n'est pas très très efficace, il est peut-être un petit peu naïf et tout. Ce qui fait que les services sur place dans le département, Calvados, services de police naturellement aussi, sont un petit peu, je dirais, un petit peu désorganisés, un petit peu démotivés. Donc naturellement, les royalistes, bah, eux, ils en profitent un peu. Et l'avantage qu'ils avaient, tous ces royalistes de cette petite noblesse normande, c'est qu'ils possédaient des demeures, des châteaux, et naturellement, tous ces châteaux, naturellement, leur permettaient, je dirais, de se rassembler, de se rencontrer assez facilement, et de conspirer, bien entendu, si je veux dire, dans le dos de Napoléon. Voilà. Donc voilà un petit peu pour situer le contexte en 1807, où la région normande, finalement, bon, donne à peu près l'impression d'être calme, on va dire. Sauf que va surgir cet événement de 1807 qui finalement est assez inattendu une fois de plus, comme les événements d'ailleurs dont j'ai parlé précédemment en Vendée et dans la région bordelaise aussi, parce que j'ai parlé de Bordeaux la dernière fois, c'est très bien, et c'est donc une affaire qui sera prise très au sérieux par Napoléon et par naturellement son ministre de la police générale, un certain Joseph Fouché. Voilà, voilà. Alors voilà pour le contexte. D'accord. En ce qui concerne le personnage, parce qu'à chaque fois il y a un petit peu un personnage, central comme ça. Bon, lui n'est peut-être pas totalement central, mais malgré tout, l'instigateur, je dirais, l'instigateur de cette attaque, naturellement, du collecteur d'argent public, on va dire, était un personnage qui s'appelait Armand Victor le Chevalier. Armand Victor le Chevalier. D'accord. Qui était ce personnage en deux mots c'était de la petite noblesse normande aussi. Très bien. Son père avait été conseiller du roi. Conseiller du roi sous l'Ancien Régime, donc vraisemblablement Louis XVI. Et lui était né en 1780, toujours en Normandie, à Vire. On ne me demandait pas où se trouve Vire, hein. Le Calvados, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est la Normandie. Il était né à Vire, effectivement, en 1780. Alors lui, c'est Armand Victor, le Chevalier, c'est un fervent royaliste, vraiment pur sucre. Dès le début de la Révolution, à peine 16 ans, il va s'engager dans le combat contre-révolutionnaire, à tel point qu'il va approcher ce fameux comte de Frotté dont j'ai parlé tout à l'heure. Il sera plus ou moins l'un de ses lieutenants,
Il participera à des combats et il sera blessé en 1796, si je ne m'abuse, lors d'un combat, d'une bataille pratiquement. Je crois qu'il devait y avoir environ 500 chouans contre plusieurs régiments de l'armée républicaine, hein, puisque 1796, c'est le directoire, hein, sauf erreur. Voilà, encore la République officiellement. Très bien. Il sera blessé assez gravement, il perdra quasiment l'usage d'un bras. Il sera paralysé un peu du bras gauche, sauf erreur, et il sera amputé également de deux doigts. Voilà. Mais physiquement, il va être diminué, mais intellectuellement, ça sera toujours un fervent royaliste. Il ne changera jamais. Bon. Là-dessus, Napoléon, naturellement, prend le pouvoir. C'est le consulat, le 18 Brumaire. D'accord. Et Le Chevalier, dans un premier temps, au début, il va accepter de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il va accepter l'amnistie, etc. D'accord. Parce qu'à un moment donné, bon, il faut savoir un petit peu déposer les armes, d'accord. Sauf qu'il va mener, je dirais en réalité, il va mener un double jeu. Ah, voilà. Alors il fera des siennes encore un petit peu, à tel point qu'il fera un séjour en prison. Sauf erreur, en 1801, 1802, il fera un séjour en prison, c'est pas très important. Sauf que, ce qui est important quand même, c'est que pendant ce séjour en prison, il va se marier et il aura un fils. Il aura un fils unique, qui lui s'appelle le Chevalier aussi. Et ce fils unique, par contre, sera orphelin rapidement de mère, car sa mère, lui, l'épouse de le Chevalier, va mourir quasiment en couche, comme c'était le cas souvent malheureusement beaucoup à l'époque. L'année suivante, fin 1802, 1803, quelque chose comme ça. Donc le gamin, il perd sa mère très rapidement. Voilà. Et pourquoi je parle de gamin, c'est parce qu'il s'appelle le Chevalier, et moi quand j'ai préparé, quand j'ai lu, quand j'ai compulsé un petit peu mon sujet, j'ai une petite ampoule un peu là-haut qui s'allumait. Le Chevalier, ça m'a évoqué quelque chose. Voilà. Alors, c'est un message subliminal à l'intention des Napoléoniens, mais pas seulement. Je dirais aussi les amateurs, les amoureux, on pourrait dire les amoureux au sens large, comme c'est mon cas d'ailleurs, notamment des éditions de livres anciens, de livres notamment du 19e siècle. Voilà. Peut-être que le Chevalier, c'est un nom qui vous dira quelque chose, mais si j'ai le temps, j'en reparlerai à la fin. Voilà. Donc je reviens sur mon personnage Armand Victor le Chevalier, fervent royaliste. Il va faire un peu de prison comme ça, il aura un enfant, d'accord. Il va sortir de prison étonnamment grâce au soutien de Fouché. Si curieux que ça puisse paraître, il avait des relations peut-être, et ce qui fait qu'il va sortir un petit peu grâce à ça. Et à tel point que, alors lui, normalement aurait dû s'exiler aux États-Unis, comme d'autres. On va le tolérer dans la région. Il va rester en Normandie, va séjourner à Caen. Bon, va se tenir un petit peu tranquille. Mais grâce à Fouché, si je puis dire, grâce entre guillemets, mais bon, il obtiendra, à partir des années 1802-1803, il obtiendra la possibilité, l'autorisation de faire des séjours réguliers à Paris. Parce que à chaque fois que j'ai parlé un peu de ces personnages, de ces anciens chouans, de ces royalistes fervents, etc., ce qui se passait bien souvent, c'est qu'ils bénéficiaient de l'amnistie, d'accord, mais bien souvent c'était en contrepartie de rester dans leur région. Ils étaient un petit peu assignés à résidence. Ils ne pouvaient pas quitter le département comme ça, voire même ne pouvaient pas quitter leur commune d'affectation, je dirais pas leur commune où ils vivaient. D'accord. Lui, le Chevalier, il a un petit peu, je dirais, un régime de faveur. Il aura la possibilité de faire des séjours assez réguliers à Paris pour ses affaires, on va dire, pour ses affaires personnelles. D'accord. Voilà, affaires d'argent, affaires d'héritage, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Voilà, donc voilà le personnage, le Chevalier. Alors, sauf qu'en réalité, le Chevalier, vous l'avez compris, lui, il va pas vraiment se tenir tranquille. Et voilà. Et pour cause, car c'est lui qui va monter cette attaque du bois du Quesnay en 1807. C'est lui l'instigateur, c'est lui l'âme naturellement de cette attaque. Bon, c'est un petit peu secondaire, mais il va être pris sous son aile, je dirais, par un autre royaliste qui s'appelait le vicomte d'Aché. Vicomte d'Aché. D'Aché, ça s'écrit D apostrophe H et accent aigu à la fin. Vicomte d'Aché.
Lui aussi, vicomte d'Aché, il était très actif, c'était un fervent royaliste. Sauf que ça finira mal pour lui dans des circonstances troubles aussi. Il sera interpellé par des gendarmes et il y aura des coups de feu d'échangés, on va dire, et il mourra dans un combat comme ça en 1809. D'accord. Et dans l'affaire qui nous préoccupe, oui, ce vicomte d'Aché, naturellement, il est voilà, je pense qu'avec de la lumière, c'est tout un petit peu mieux parce que j'avais l'impression c'était pas une impression, de me retrouver un petit peu tout seul dans le noir. Voilà, voilà. Non, c'est déjà mieux. Alors, Vicomte d'Aché. Bon, voilà, Vicomte d'Aché, et ce Vicomte d'Aché va prendre un petit peu sous son aile, on va dire, cet Armand Victor le Chevalier, et ils vont fomenter cette attaque. Voilà. Ils vont également avoir partie liée, je dirais, avec une personne qui s'appelait la marquise de Combray. Marquise de Combray, c'était aussi de la petite noblesse en Normandie, dans la région, marquise de Combray, et c'est pour ça qu'on trouve parfois cette affaire sous l'appellation également de l'affaire de Combray. L'affaire de Combray. Marquise de Combray, très bien. Alors elle, c'était une personne qui avait déjà un âge, je dirais, relativement avancé. Elle avait, au moment des faits, 1807, elle avait quasiment 68 ans, ce qui était déjà un bel âge, je dirais pour l'époque. D'accord. Alors elle, fervente royaliste, en plus sans doute un petit peu idéaliste, c'est-à-dire qu'elle était persuadée, bon, je fais une petite digression encore, c'est de l'ordre de l'anecdote un petit peu, mais elle était persuadée, naturellement, que le roi de France allait revenir sur son trône un beau jour, puisque Napoléon, naturellement, c'est naturellement l'usurpateur, bien entendu, que le roi de France allait revenir sur son trône, et elle avait, dans son château, elle en avait d'ailleurs plusieurs, il y a un château qui s'appelle Tournebu d'ailleurs, Tournebu, et qui existe toujours en Normandie, hein. Voilà. Elle avait plusieurs châteaux, et alors dans ces châteaux, elle avait une chambre quasiment qui était prête en permanence pour le roi. C'est-à-dire qu'elle s'imaginait que le roi de France, il allait venir un jour, et puis elle allait le recevoir, etc. C'était table ouverte, je dirais. C'était très très bien, marquise de Combray. Elle avait une fille qui était sans doute encore plus exaltée qu'elle, qui s'appelait la baronne Haquet de Férolles. Elle deviendra la maîtresse d'Armand Victor le Chevalier. Donc tout ce petit monde, je veux dire, naturellement, conspire et va mettre au point cette attaque. Voilà. Donc voilà un petit peu je dirais, pour le contexte et pour situer le personnage. Voilà. Bon, Armand Victor le Chevalier, comme tous les Chouans aussi, j'en ai parlé une fois, il s'était attribué un surnom, ils aimaient bien avoir des surnoms. Alors lui, son surnom, c'était Salmangar. J'ai noté ça, Salmangar. J'ignore d'où ce surnom Salmangar a pu lui venir, c'est quand même assez étonnant, mais il se donnait des surnoms. C'est tout très très bien, je pense vous avoir dans un premier temps dit à peu près, tout à fait, à peu près l'essentiel de mon propos, qui est peut-être parfois un petit peu confus, mais je sais qu'on m'en fait assez souvent le reproche à chaque fois, mais encore une fois, je ne suis pas un historien, voilà. Et puis j'ai mes bouts de papier, et puis finalement je pars un peu sur autre chose des fois. Mais c'est ainsi. Alors, redevenons sérieux un petit peu. Tout à fait, et bien entendu, le récit de l'attaque. Alors, comme je l'ai dit, le charretier, lui, a été attaqué sur la route, dans ce petit bois du Quesnay, d'accord. Il s'est fait détrousser naturellement de l'argent, et la bande de Chouans, ils étaient 8. Il y avait un chef, alors le chef de la bande, alors le véritable chef, c'est Armand Victor le Chevalier, mais lui ne va pas y participer. Quand l'attaque a lieu, le Chevalier se trouvera à Paris. Lui suivra ça de loin à Paris. Il était à Paris officiellement pour ses affaires personnelles. En réalité, c'était pour tisser des réseaux, des soutiens, etc. Voilà.
voilà, le chevalier. Et celui qui va diriger les 8 chevaux qui attaquent effectivement la charrette, c'est pareil, lui il avait un surnom, c'était le général Antonio. Général Antonio. Qui lui était déjà, sans doute avait déjà un beau palmarès de méfaits, je dirais, divers et variés, mais de méfaits de droit commun, pas forcément comment dirais-je, de visée à visée politique, du tout, du tout. Voilà. Ça, c'est, voilà l'affaire. Pour en terminer, je dirais un petit peu avec le contexte, il faut bien comprendre une chose, et j'en ai parlé précédemment à propos de l'affaire des Plonges, il me semble bien, ou l'affaire précédente de l'évêque dont j'avais parlé, c'est que les choses se sont un petit peu inversées à ce moment-là. Il y avait eu 10 ans de révolution précédemment, bien entendu. Là, il y a eu le consulat, c'est désormais l'Empire. Vous pensez bien que les paysans dans les campagnes, etc., ils aspiraient quand même un petit peu, je dirais, à la paix, au repos, à vivre un petit peu normalement. Donc contrairement à ce qui s'était passé sous le début des guerres de Vendée, où, comme on le sait, c'était plutôt les paysans qui étaient venus, les paysans notamment en Vendée, qui étaient attachés bien entendu à la religion catholique, au roi de France, etc. Ils étaient venus un petit peu chercher les nobles de La Roche-Jatelin, etc., les nobles dans leur château, pour se mettre à la tête du mouvement contre-révolutionnaire. Voilà. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, le mouvement, je dirais, s'est inversé, et ce sont des nobles qui prennent la tête, j'ai parlé du vicomte d'Aché, etc., qui prennent la tête et qui vont essayer de recruter des paysans, etc., notamment pour attaquer cette charrette en 1807, mais ils auront toutes les peines du monde, de plus en plus de monde à pouvoir, de difficultés, je dirais, à recruter des gens, tout simplement parce que les paysans, ils voulaient vivre tout simplement, ils en avaient assez, certains étaient sans doute satisfaits de l'Empire, et puis voilà. Alors bien souvent, ce qu'ils arrivaient à recruter, c'était des déserteurs, et il y avait des déserteurs, naturellement, qui refusaient la conscription, qui refusaient de partir aux armées, bien entendu. Donc c'est pas facile pour eux. Et ce qu'ils arrivaient à trouver un petit peu, bien évidemment, c'était bien évidemment moyennant finance, ce qui explique notamment l'attaque de cette charrette qui contenait environ 60 000 francs. Alors c'était vraisemblablement destiné à pouvoir acheter des armes, des munitions, etc., mais aussi à payer, je dirais, les hommes de main qui acceptaient d'y participer. Et c'était assez difficile, à tel point que certains participants n'étaient pas très chauds. J'en ai parlé à propos de l'assassinat de l'évêque, j'en ai parlé, l'évêque Audrin, pardon, mais lui ça se passe bien avant, ça se passe en 1800. Et à tel point que certains seront très réticents, et il y a même un paysan qui accepte de participer, où il était peut-être artisan comme ça dans la région, et il dira au chef de la bande, ce fameux général Antonio, il dira oui mais bon moi attaquer la charrette fiscale, moi si on est pris, c'est la mort assurée, c'est la guillotine, bien entendu. À l'époque on ne plaisantait pas avec ce genre de choses. Et le général Antonio, lui, va avoir cette réponse qui peut paraître totalement, je dirais, qui peut nous paraître totalement étonnante, vraiment, je dirais même presque surréaliste, on pourrait dire. Mais lui, dans son esprit, il en était convaincu. Le général Antonio va lui répondre, mais t'inquiète pas mon gars, on va attaquer la charrette, c'est très très bien. D'abord, elle ne sera pas escortée, il avait raison, elle ne sera pas escortée. Il aurait dû y avoir 3 gendarmes, mais ils ne sont pas venus. Il sera très peu escorté, donc on aura le dessus, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, on ne sera pas arrêté, et le temps que sur la place en Normandie, là, sur la place de Caen, on va dire, voilà, le temps que les bourreaux montent la guillotine, l'affaire sera terminée, le roi de France sera déjà revenu sur son trône, pratiquement. C'est pour dire à quel point ils étaient... je veux dire, c'est de l'idéalisme, mais ça frôle, ça frise, on pourrait dire quasiment l'inconscience, pratiquement. Et pourquoi il a répondu ça? C'est tout simplement parce qu'Armand Victor le Chevalier, qui lui se trouvait à Paris, et le vicomte d'Aché, qui pilotait un petit peu toute cette affaire, lui, le vicomte d'Aché, il avait fait des séjours en Angleterre. Il était allé voir les princes Bourbons, naturellement, émigrés notamment en Angleterre, et les Anglais lui avaient laissé entendre plus ou moins
Mais c'est pas la première fois, j'en ai parlé précédemment mes vidéos précédentes. Les Anglais avaient plus ou moins, même plus que moi d'ailleurs, je dirais, promis le débarquement d'une armée britannique sur les côtes de Normandie, une armée de 30 000 soldats. 30 000 soldats. Alors lui, Daché, lui, dans sa tête, et lui, Daché et le chevalier, ils en étaient quasiment persuadés. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu recruter, je dirais, des hommes de main pour attaquer la fameuse charrette fiscale. C'est quand même étonnant. C'est pour dire à quel point ils étaient vraiment très fervents royalistes, mais en même temps, sans doute, il y a une grande part de naïveté. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y aura jamais d'armée britannique qui va débarquer naturellement sur les côtes de Normandie. Et alors en plus, ça devait être une armée britannique, mais également avec des soldats russes. Ça m'a un petit peu surpris parce que 1807, c'est la campagne de Pologne, sauf erreur, la bataille d'Eylau, etc. Et ensuite, il y aura le traité de Tilsit entre Napoléon et Alexandre, le tsar. Bon, un petit peu de peine à imaginer que des soldats russes viendraient débarquer à ce moment-là sur les côtes normandes. Mais eux en étaient sans doute intimement persuadés. Alors cette armée de 30 000 soldats, elle devait débarquer comme ça en Normandie, avec à sa tête naturellement un prince du sang. Pourquoi pas le comte d'Artois? Sauf que vous pensez bien que le comte d'Artois, il restera bien au chaud en Angleterre. Hein. Il ne fera jamais, je dirais, comme son ancêtre Henri IV, il ne montera jamais sur un cheval avec son panache blanc et à la tête des armées royalistes, hein, du tout, du tout. Lui, il va attendre bien gentiment la fin de l'Empire, bien entendu. Donc, voilà ce qui se passe, voilà le contexte. Et donc ils ont accepté, je dirais, d'attaquer la Légion. Alors, comme je l'ai dit, ils s'enfuient avec l'argent. Tout le monde se disperse un petit peu dans la nature, va essayer de se faire oublier, d'accord. Là-dessus va intervenir deux autres, c'était deux frères qui s'appelaient Buquet, les frères Buquet. Eux n'ont pas participé à l'attaque, mais par contre, eux vont jouer le rôle de receleurs. Alors, surtout un, il était cordonnier, sauf erreur, il habitait dans la région. Lui, il va jouer le rôle de receleur, c'est-à-dire qu'il va prendre l'argent et puis il va le cacher un peu partout. Un trou dans la terre, un trou dans un tronc d'arbre, je crois, un peu partout. Il va répartir un petit peu l'argent, ce qui d'ailleurs posera des problèmes après, parce qu'en réalité, on ne retrouvera quasiment jamais l'argent dérobé par la suite. Voilà. Alors, j'en suis effectivement à ce stade. C'est très très bien. Ça, je pense vous avoir à peu près tout dit en ce qui concerne le début. Alors, la machine judiciaire, la machine policière va se mettre en branle, comme je l'ai dit. Fouché, le préfet de police, le fameux Caffarelli, qui était, paraît-il, pas très très actif, malgré tout, il peut quand même pas faire autrement que prévenir son supérieur, on va dire. Hein, donc il prévient Fouché. Fouché est prévenu très rapidement. Et Fouché, qui avait, comme on le sait, plus ou moins des dossiers, des fiches sur tout le monde, un petit peu, lui connaissait le personnage Armand Victor, le chevalier, et qui se trouve à Paris, comme je l'ai dit, et lui, même si au début on n'a rien contre lui, il va être interpellé rapidement. Mais le chevalier était tellement persuadé, lui aussi un petit peu dans sa naïveté, je dirais, dans son idéalisme, que le coup allait fonctionner. Lui, il a été prévenu que l'attaque de la charrette, très bien, on a pris l'argent, c'est parfait, c'est très très bien. Il y a aussi la marquise de Combray, etc. Elle se chargeait plutôt de cacher, je dirais, un petit peu les membres de la bande. D'accord. Donc lui, il est au courant de ça, c'est parfait. Maintenant, lui, un petit peu dans sa naïveté, il attend que l'armée royaliste de 30 000 hommes débarque sur les côtes de Normandie. Enfin, c'est quand même... mais bon, nous, ça me paraît un petit peu curieux, parce que naturellement, on connaît l'histoire. Mais lui, à l'époque, il en était sans doute quasiment persuadé. Ce qui fait la conséquence que ça en a de cette histoire, c'est que lui il continue à vaquer à ses occupations normalement. Je dirais qu'il ne se cache même pas. À un point tel qu'il va être tout simplement interpellé par la police de Fouché à la terrasse d'une taverne dans Paris. Il le cueille comme ça, presque, à l'heure du petit déjeuner, on va dire, il est interpellé. Bon, on va l'emmener, je crois, on va le transférer à Caen. Entre-temps, à Caen, on va déjà procéder à des interpellations. Il va y avoir un rapide coup de filet jusqu'à 80 personnes
d'arrêter. Alors vous pensez bien que dans les 80 personnes, il y en a certains qui seront libérés assez rapidement, des gens qui n'avaient strictement probablement rien à voir dans l'affaire de cette attaque, hein, sur la route. D'accord. Mais on va arrêter un personnage. Lui, je dirais, pour parler un petit peu trivialement, il va passer à table. Il va avouer effectivement sa participation à l'affaire, il va donner des noms, il va lâcher le nom naturellement d'Armand Victor, le chevalier. Alors, le chevalier, lui, il est transféré à Caen, on va le confronter avec l'autre, il va être confondu, en quelque sorte, il va être confondu, bien sûr, et il va être ramené à Paris où il sera interné à la prison du Temple. Prison du Temple. D'accord. Alors, prison du Temple, c'est un détail, mais à un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, il va s'évader de la prison du Temple, pardon. Il s'évadera, le chevalier s'évadera de la prison du Temple dans des conditions un petit peu rocambolesques, pardon, mais ça, je vais pas, on va pas se lancer là-dedans. Sauf que Fouché va lui mettre encore une fois pour parler un petit peu trivialement, va lui mettre un petit peu, je dirais, le marché en main, la pression en tout cas, car Fouché va arrêter sa belle-sœur. Car je rappelle avoir dit tout à l'heure que le chevalier avait un enfant. Il avait un garçon qui lui était né petit, qui était né en 1802. Là, nous sommes en 1807. D'accord. Et sa belle-sœur, oui, tout à fait, puisque sa femme est morte, donc il avait une belle-sœur, bien entendu. La belle-sœur s'occupait du gamin, et Fouché va arrêter la belle-sœur, et probablement le gamin aussi. Ce qui va lui permettre de faire pression sur le chevalier. D'accord. Et le chevalier qui était un royaliste, voilà, qui était quand même aussi, je dirais, un homme d'honneur, va accepter de se rendre en échange de la libération de la belle-sœur. Voilà. C'est un procédé pas très bref, hein, de la part de Fouché. De nos jours, on n'utiliserait plus de ce genre de procédé, mais à l'époque, puis avec lui, on sait très bien que pas quelqu'un qui s'embarrassait, je dirais, qui s'embarrassait de scrupules de cet ordre. Alors, il y a l'intervention, mais je ne vais pas en parler, il y a l'intervention d'un autre personnage, mais alors encore plus sinistre, je dirais, Fouché, qui s'appelait Liquet, il était commissaire de police, je crois. Lui va mener l'enquête beaucoup dans le département du Calvados. Il va arrêter du monde, il va les interroger, on veut-tu, on voilà, avec des moyens vraiment, je dirais, à la limite presque, je dirais, du cynisme, voire du sadisme. Bref, vraiment personnage pas très recommandable, sauf que ces méthodes, sans doute un petit peu expéditives, seront efficaces quand on va interpeller beaucoup de gens. Alors, le chevalier, du coup, lui, retour à la case-prison, si je veux dire, il revient dans la prison du temps. Alors, ça se passera, il est interpellé, peu de temps après, il est interpellé fin 1800, à la toute fin pratiquement de l'année 1807. Lui, vraiment, ça traîne pas, il est interpellé. Napoléon, alors 1807. Napoléon, il est là-bas, hein, il est en Prusse, etc. Tout ce que vous voulez, d'accord. Il est tenu au courant, naturellement, du développement de l'affaire par Fouché, bien sûr. Et Napoléon va considérer que, à un moment donné, c'est très bien, mais il y a déjà eu une attaque de la Charrette. Le chevalier, il avait promis de se tenir tranquille, ça n'a pas été le cas, d'accord. Et en plus, il s'est évadé de la prison du Temple, ça commence à bien faire, d'accord. À tel point que Napoléon va mettre en place une commission militaire spéciale pour juger le chevalier. Commission qui sera commandée, qui sera dirigée par le fameux général, les Napoléoniens connaissent sans doute un petit peu aussi, qui sera dirigé par le fameux général, le général Hulin. Le général Hulin, il avait déjà fait un peu parler de lui, oui, il était là, sauf erreur, c'était lui au moment de l'exécution, du duc d'Enghien, tout à fait, général Hulin. C'est lui qui va commander ce tribunal militaire, on va dire, extraordinaire, qui se met en place, sur décret de Napoléon. Napoléon signe un décret, voilà. Et tout à fait, et exactement. Et ça se passe en janvier 1808, effectivement. Le chevalier est traduit rapidement devant cette commission militaire. Il est jugé, il est condamné, bien entendu. Il est condamné à mort. Il est fusillé, donc le 8 janvier
très exactement le 8 janvier 1808, le chevalier est fusillé à Paris dans la plaine de Grenelle. Voilà, janvier 1808. Donc son gamin, il est orphelin désormais de père et de mère. Voilà. Mais c'est ainsi. Et c'est ainsi. Voilà. Ensuite, toute l'année 1808 va se poursuivre comme ça par des interpellations, etc. Mais va durer un petit peu plus que prévu. Pourquoi? Parce que les principaux protagonistes vont échapper, je dirais, aux mailles du filet. C'est-à-dire que le vicomte d'Aché, j'en ai parlé tout à l'heure, lui, ça sera impossible de l'arrêter. Finalement, il sera arrêté sur dénonciation début 1809. Il sera arrêté et il y aura des coups de feu, d'échanger avec des gendarmes. Il mourra lors d'un combat comme ça, plus ou moins lors de son arrestation. Le fameux général Antonio, c'était pas vraiment général, mais enfin bref, général Antonio qui commandait la bande qui a attaqué la charrette fiscale, alors lui, il disparaît dans la nature, on ne le retrouvera quasiment jamais. On le retrouvera plus ou moins et réapparaîtra bien plus tard sous la Restauration. C'est bien. Quant au fameux Buquet, le receleur, le Buquet, lui va disparaître dans la nature, on ne va jamais, non plus, jamais le retrouver, et il ressortira de son trou, si je puis dire, lui aussi sous la Restauration, où il aura plus ou moins gardé l'argent, les fameux 60 000 francs, il aura plus ou moins gardé l'intégralité de cet argent pour lui, et il va pouvoir, sous la Restauration, il va pouvoir en jouir, je dirais, tout tranquillement et en faire profiter, d'après ce que j'ai pu lire, un historien qui s'appelle Ernest Daudet, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, nous raconte ça, que ce fameux Buquet, il va bien en profiter après, et en toute quiétude, il ne sera pas du tout inquiété d'ailleurs, puisque c'est la Restauration, donc on ne va pas venir lui reprocher de s'en être pris à Napoléon, et il pourra transmettre probablement à ses enfants, à ses descendants. Comme quoi que l'adage bien acquis ne profite jamais, lui dans son cas n'aura pas fonctionné. Et pourquoi ça va se passer comme ça? Tout simplement parce que cet argent normalement était prévu pour acheter des armes, etc., puisqu'on prévoyait le débarquement d'une armée de 30 000 soldats, russo-anglaise, on va dire. Sauf que les instigateurs, comme j'ai dit, le chevalier, la marquise de Combray, etc., ils avaient prévu aussi de soulever la population. Donc bien évidemment, c'est pas gratuit, d'où ce butin de 60 000 francs. Sauf que la marquise de Combray, qui était sans doute un petit peu, et sa fille, la baronne Haquette-Ferrol, sans doute très exaltée, très idéaliste, mais sans doute un petit peu naïve, auront toutes les peines du monde, ne récupéreront jamais l'argent. Et vont réussir à en grappiller un petit peu auprès de ce fameux receleur Buquet. Sauf que lui, Buquet, il va toujours trouver des arguments, il va dire, oui, mais vous comprenez, l'argent, j'en ai enterré dans un coin, dans un jardin, j'en ai mis une partie dans un tronc d'arbre. Vous savez, j'ai pu me tromper d'endroit, je ne me rappelle plus trop bien où j'ai mis l'argent. Il va, je dirais, pour parler vulgairement encore, il va les mener en bateau comme ça. Il va leur donner comme ça quelques milliers de francs, mais ça va s'arrêter là. Lui, ce qui l'intéressait là-dedans dans cette histoire, c'était pas du tout la cause royaliste, c'était tout simplement l'appât du gain, c'est tout. Alors elle, vous pensez bien que l'argent leur passe sous le nez, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est pour ça que l'instruction judiciaire va se poursuivre pendant toute l'année 1808, sauf que la police et la gendarmerie sur place ne parviendront pas à arrêter les principaux protagonistes. Les comtes d'Aché, le général Antonio vont passer au travers. Alors, par contre, la marquise de Combray, elle est arrêtée. Elle est emprisonnée, et sa fille, Haquette-Ferrol, est emprisonnée aussi, et vraiment je dirais pour le plus grand malheur, quand on connaît la fin de l'histoire, je dirais. Alors je regarde, il est 18h56, ça fait déjà ça fait déjà presque une heure que je parle, mais je vais essayer de faire un peu plus court ce soir. Voilà, parce que je sais que je parle toujours de trop un petit peu, et voilà. Et voilà, donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Alors, un procès va s'ouvrir devant un tribunal spécial. J'en ai parlé, mais je reviens pas là-dessus. Ce qui s'est passé en fait, moi j'ai vu passer un petit peu, j'ai vu les textes un petit peu à la suite de l'affaire dont j'ai parlé une fois, à la suite de l'affaire de l'enlèvement
du sénateur Clément de Ris, affaire connue, hein, Clément de Ris qui se passe sous le consulat en 1800, Napoléon Ier consul va mettre en place des tribunaux spéciaux. Parce que, bon, la justice civile, on va dire, normale, on va dire, de droit commun, n'avance pas forcément assez vite. Napoléon, fallait, naturellement, c'était un homme pressé, il fallait que ça aille vite. Donc il va mettre en place des tribunaux spéciaux à la suite de cette affaire Clément de Ris. Et là, pour cette affaire du Quesnay, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un tribunal spécial. Et ce tribunal spécial va siéger à Caen. Caen, le tribunal était d'une composition paritaire, c'est-à-dire que il était le jury, si je puis dire, était par moitié des juges professionnels et par moitié des magistrats professionnels, et pour l'autre moitié des militaires, des officiers de l'armée. Voilà. Bon, j'ai oublié de dire un petit truc, mais c'est pas très important. J'ai parlé de Caffarelli tout à l'heure qui n'était pas très très efficace. Et à un point tel, à un moment donné, c'est que lui, on va lui retirer un petit peu l'instruction sur place. On va confier le dossier à un autre préfet. Alors lui, un fervent bonapartiste, on va dire, napoléonien, son confrère, si je puis dire, son collègue, préfet du département de la Seine-Inférieure. Moi, sur le moment, j'ai pas... Encore une fois, voilà. Sur le moment, j'ai pas percuté, si j'ose dire, pour parler encore un peu trivialement. La Seine-Inférieure, c'est un département à l'époque qui n'existe plus. De nos jours, c'est département. C'est le département de la Seine-Maritime. Donc c'est lui qui va chapeauter un petit peu l'enquête. Il y a donc un tribunal qui va se mettre en place, tout à fait, et qui va rendre. Alors, devant ce tribunal, il y aura 32 accusés. 32 personnes vont être traduites devant le tribunal. Et ce tribunal va rendre son verdict en décembre 1808, c'est-à-dire l'année suivante. Comme je l'ai dit, ça a pris un peu de temps. Voilà. Décembre 1808. Le tribunal va procéder. Il va y avoir un certain nombre d'acquittements. Il y a des gens qui n'avaient pratiquement rien à faire dans cette histoire. Je crois qu'il y a 9 acquittements. C'est très bien. Il y a une dizaine de condamnations à mort, sauf erreur. Il y a des condamnés à mort, ok. Et il y a des gens qui sont condamnés à la prison, naturellement, au bagne, etc. D'accord. Et dont certains sont condamnés à 22 ans. 22 ans d'emprisonnement, ce n'est quand même pas rien. Dont, notamment, la marquise dont j'ai parlé, la marquise qui avait des châteaux un peu partout où les royalistes pouvaient se réunir, la marquise de Combray. Alors vous imaginez que cette femme, bon, on va pas faire non plus de la sensiblerie, mais bon, tout de même, c'était une femme à l'époque qui avait 68 ans, et elle est condamnée à 22 ans de prison. Vous vous rendez compte, ce qui l'amène, si elle reste en vie, ce qui l'amène à 90 ans. Je veux dire, c'était la condamnée, je dirais, à une mort lente en prison. Voilà. Et alors, non seulement elle va être condamnée à 22 ans de prison, mais en plus elle va être condamnée à une peine infamante. J'en ai parlé une fois. Elle va être condamnée à ce qu'on appelait quasiment ce qu'on appelait le pilori. Qu'est-ce que c'était que le pilori? C'était l'exposition publique. C'est-à-dire qu'on va l'installer sur la place de Rouen. Le tribunal, lui, siégera à Rouen. C'est toujours la Normandie, sauf erreur. Voilà. Ouais. On va la condamner effectivement à plusieurs heures d'exposition publique. C'est-à-dire qu'on va la mettre un petit peu comme un animal de foire sur la place de Rouen, avec un écriteau autour du cou, avec les attendus du jugement. La raison pour laquelle elle était condamnée. D'accord. C'était pour faire un exemple. Mais ça, c'était vraiment c'était vraiment des mesures exceptionnelles à mon avis sous l'Empire, qui rappellent, je dirais, plutôt les pratiques de l'Ancien Régime, bien entendu, la torture, etc. Bon, elle va être exposée. Sauf que ça se passera assez bien. On va dire que les dames de la bonne société de Rouen viendront faire la causette avec elle pendant toute la journée. Il y aura surtout beaucoup de compassion pour elle, notamment sans doute compte tenu de son âge. Et puis voilà. Et après, elle sera conduite en prison, où normalement elle est condamnée à y rester 22 ans. Pensez. Sa fille, j'ai parlé de la fille, baronne Haquet de Férolles. Elle était devenue la maîtresse également de Le Chevalier. Alors, elle est condamnée à mort. Alors, il y a des condamnés à mort. Il faut savoir que devant ces tribunaux, j'en ai parlé une fois, ces tribunaux spéciaux qui se mettaient en place étaient sans appel. C'est-à-dire, c'était une décision, pour employer un terme juridique, une décision
rendu en dernier ressort. Pas de possibilité d'appel. Il n'y avait rien. Vous étiez condamné et puis c'est tout. La seule possibilité, c'était de solliciter la grâce, naturellement, du chef de l'État, c'est-à-dire en l'occurrence Napoléon. Sauf que vous pensez bien qu'en 1807-1808, Napoléon, il est toujours là-bas. Il est en 1808-1809. Après, il y aura sauf erreur la campagne de. Il y aura la bataille de Wagram, etc. Ça sera la campagne de. La campagne d'Allemagne, la campagne d'Autriche, hein, plus ou moins. Il sera à Vienne, hein, château de Schönbrunn, etc. Et le délai était très court, en principe, pour solliciter. Le délai était très très court pour solliciter la grâce. Donc, vous pensez bien que Napoléon se trouvait à des kilomètres de la France. C'était quasiment mission impossible. Bon. Il y a 8 ou 9, je crois, condamnés à mort. Alors eux, la décision, le tribunal rend sa décision dans la journée, ils sont exécutés, ils sont guillotinés le soir même. Il n'y a même pas de, je dirais, les pauvres malheureux, il n'y a même pas de, il y a même pas de répit. On va pas faire de politique encore une fois, mais de nos jours, on pourrait dire peut-être que de nos jours, la justice française est peut-être un petit peu trop enfin, laxiste, ou peut être considérée comme laxiste. À l'époque, c'était loin d'être le cas. Eux sont guillotinés le soir même. Il y aura un incident, mais c'est pas très. Il y aura 2 incidents d'ailleurs. Le jugement sera émaillé de 2 incidents, mais bon, c'est pas très très important. Lorsque le juge déclare, se lève, on va dire, et prononce les condamnations, condamne à mort, et ben il y a un des condamnés qui tentera de s'échapper. C'est-à-dire qu'il va enjamber une barrière pratiquement. C'était quelqu'un de très costaud. Il va donner des coups de poing un peu à tout le monde, on va dire, dans l'assistance. Il va essayer de s'échapper. Bon, finalement, il sera repris, il sera arrêté il sera maîtrisé par les gendarmes, etc. Sur place dans la salle du tribunal, hein, à Rouen, tout simplement. Il y a eu ça. Et les guillotinés à mort le soir, il en restait 2, les pauvres qui attendaient naturellement leur mort, hein, on va dire. Et il va se produire un incident qui sans doute devait se produire parfois, c'est-à-dire que la guillotine va s'enrayer. La guillotine va s'enrayer. Vous savez, le couperet de la guillotine, il a dû se bloquer à un endroit, le couperet ne tombe pas. Donc il y en a un pour malheureux, il était déjà probablement sur la bascule, on est obligé de le retirer. Et les 2 malheureux qui restaient vont être obligés d'attendre un petit bout de temps que le bourreau et ses aides réparent la guillotine. Pensez bien que, bon, voilà, ça n'a pas dû être les pauvres malheureux. Ça devait être quand même très difficile, mais c'est ainsi. La marquise à Quai-de-Férolles, j'en ai parlé, elle est condamnée à mort aussi. Sauf que là va se produire un coup de théâtre, le juge prononce les condamnations, d'accord, et à la fin, son avocat, elle avait un avocat qui s'appelait, j'en ai parlé une fois, qui s'appelait Chauveau-Lagarde, qui était ce qu'on pourrait appeler une star du barreau, hein, c'était un petit peu peut-être le maître Vergès ou le Dupont-Moretti de l'époque, on va dire, Chauveau-Lagarde, non, avocat très réputé. Il avait fait partie c'était déjà un homme sans doute d'un certain âge, il avait fait partie des défenseurs de Louis XVI. Ça n'a pas sauvé Louis XVI, mais bon, il faisait partie des avocats de Louis XVI, Chauveau-Lagarde. Alors, Chauveau-Lagarde, une fois que les condamnations sont prononcées, Chauveau-Lagarde se lève, il demande la parole au président du tribunal, il dit, moi, monsieur le président, j'ai une déclaration à faire. Bon, alors, nous vous écoutons, maître, d'accord. Et il dit, oui, moi, ma cliente, parce que c'était l'avocat de la baronne à Quai-de-Férolles, ma cliente est enceinte. Ma cliente est enceinte. Alors là, il y a eu sans doute des remous un petit peu dans l'assistance. Pourquoi? Parce qu'on savait plus ou moins, bien entendu, quelle était la maîtresse de notre personnage Armand Victor le Chevalier. Sauf qu'Armand Victor le Chevalier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été fusillé à Paris en janvier 1808. Là, nous sommes en décembre 1808. Donc, vous pensez bien qu'elle ne peut pas être enceinte. Bien entendu, elle ne peut pas être enceinte de son amant. Malgré tout, le juge est obligé d'en prendre acte. Bon, il y aura des rumeurs comme quoi elle aurait pu effectivement en prison soudoyer pourquoi pas un gardien, etc. et tomber enceinte. En réalité, il n'en sera rien. Il n'en sera rien. Elle va être examinée par plusieurs médecins, etc. Il va s'avérer en réalité qu'elle n'est pas du tout enceinte. La réalité, c'est que bien entendu, pour elle, c'est un subterfuge. C'est un, comment dirais-je, oui, c'est un subterfuge, on peut dire, hein, voilà, c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps, naturellement, pour ne pas être exécuté tout de suite, en se déclarant
enceinte. Et gagner du temps, pourquoi? Parce que, bon, alors elle avait déjà été mariée. Elle avait été mariée par contre précédemment, mais sauf erreur, elle était veuve, mais elle avait deux filles. Bon, elle était jeune, elle avait une trentaine d'années, mais elle avait deux petites filles. Et ce contretemps, on va dire ce temps qu'elle gagne euh, en se déclarant enceinte, ce qui n'est pas le cas finalement, et ben va laisser le temps à sa belle-sœur, sauf erreur à sa belle-sœur et à ses deux filles, de se rendre à Schönbrunn pour solliciter la grâce de Napoléon. Vous vous rendez compte, elles sont parties, les gamines sont parties. À l'époque, on ne prenait pas l'avion comme aujourd'hui, hein, en voiture. Elles sont parties de Normandie pour aller jusqu'en Autriche tenter d'obtenir la grâce de Napoléon. Et un historien nous raconte ça très bien. Il y aura effectivement une entrevue. Napoléon se trouve effectivement à Schönbrunn. Hein, voilà. Alors ça se passe début 1809, sauf erreur, après le jugement. Les deux filles vont implorer la grâce naturellement de l'empereur pour leur mère, etc. Mais Napoléon refusera la grâce. Contrairement à d'autres, hein, j'en ai parlé précédemment des fois, Napoléon a accordé certaines grâces. Celle-ci n'accordera pas la grâce parce qu'il considérait que la mère était vraiment coupable et faisait partie des têtes pensantes de cette attaque. Il y aura ça. Il y aura aussi le fait que cette affaire va l'irriter, Napoléon, car il considérera que Fouché lui a donné de mauvaises informations. Parce que Fouché, Fouché dit à Napoléon dans les rapports de police, cette femme-là, la marquise, cette baronne de Hackett-Férol, elle est coupable, elle est responsable. C'est la maîtresse de Le Chevalier qui a monté le coup, vous pensez bien. Donc elle est coupable, elle mérite, je dirais, la sanction la plus exemplaire. C'est la version, c'est le dossier que Napoléon avait lu, qu'il tenait de Fouché. Sauf que dans le même temps, Fouché, pour quelle raison? Par plaisir, on ne sait pas, c'est du cynisme, c'est vraiment... Voilà. Fouché, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre des passeports à la belle-sœur et aux filles pour venir jusqu'à Napoléon. Alors Napoléon va dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fouché me dit qu'elle est coupable, mais d'un autre côté, il les laisse venir jusqu'à moi en délivrant des passeports. Donc il en a beaucoup voulu à propos de Fouché, sur Fouché, bien entendu. C'est peut-être d'ailleurs une des causes de la disgrâce peu de temps après de Fouché commencé en 1810. Et du coup, malheureusement, Napoléon restera sur cette position et n'accordera pas la grâce. Il dira même aux enfants, moi je n'en ai pas la puissance, je ne peux pas gracier votre mère. Ce qui nous renseigne, ce qui nous parle quand même sur la psychologie de l'empereur, qui pour le coup n'est pas du tout, je dirais, un monstre, mais il s'est réfugié, je dirais, derrière le droit et derrière cette attitude, on pourrait dire incompréhensible et cynique, on pourrait dire, de Fouché, d'avoir délivré encore une fois des laissés-passer. Nous en sommes à 1h15, ça fait un petit peu moins parce que j'avais démarré 5-10 minutes. Voilà. Donc, voilà. Alors, cette baronne Hackett-Férol est guillotinée, effectivement. Elle sera guillotinée après, puisqu'on attendait éventuellement, on se demandait si elle n'était pas enceinte. Donc, elle va gagner du temps comme ça. Et elle sera guillotinée seulement en octobre de l'année d'après, en octobre 1809. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Napoléon se trouve en Autriche. Voilà l'explication. Je pense vous avoir tout dit de cette affaire, finalement qui n'est pas qui n'est pas l'une des plus connues, encore une fois, des conspirations royalistes sous l'Empire, mais qui méritait quand même, je dirais, qui méritait d'être abordée. Car derrière cette attaque de Charette pour récupérer de l'argent, se cachait une conspiration royaliste. C'est-à-dire que le chevalier lui va écrire en prison, j'ai dit tout à l'heure qu'il était dans la prison du Temple, il écrira une grande lettre, et je vais peut-être, si j'y parviens, essayer de vous en lire un petit extrait si je peux, mais alors c'est écrit tout petit et je vois rien, c'est toujours pareil.
Alors j'ai ma petite loupe. Je porte pas de lunettes, c'est pas bien. Et en plus c'est écrit petit et je vois pas grand chose. Et voilà ce que nous dit, et voilà ce que nous dit le chevalier, c'est intéressant. Mais comme à la fin je vais vous donner la biographie, donc je vous renverrai la biographie. Et voilà ce que dit le chevalier à Fouché. Il nous dit quelque temps tout concourut à fortifier mes espérances. Les républicains partageaient mes vues. Les républicains partageaient mes vues. Je traitais avec eux de la réunion des deux partis pour une action plus sûre et une réaction moins forte. Le mouvement devait s'opérer dans la capitale. Un gouvernement provisoire, effectivement, devait être établi. D'accord. Tout à fait, voilà, etc. Et l'affaire l'affaire se serait presque entièrement passée sous un nouveau régime. Un nouveau régime se serait installé au pouvoir avant que l'empereur pu être de retour en France avec partie de son armée. Voilà ce que dit le chevalier. Lui, le chevalier était persuadé de cette conspiration, de cette conspiration. Donc derrière, effectivement, cette attaque de Charette, ils espéraient, eux, effectivement, une conspiration d'ampleur avec le déclenchement d'une insurrection d'ampleur et la mise en place d'un gouvernement provisoire. Ils avaient prévu, alors on lit ça dans les rapports de police, mais bon, on peut penser que la police de l'époque a peut-être un petit peu quand même grossi, on pourrait dire grossi les intentions des royalistes, et on lit ça dans les rapports de police. Ils projetaient, on pourrait parler un petit peu au conditionnel, mais ils projetaient. Alors ils devaient arrêter Fouché, on arrêtait un petit peu tout le monde. Et Napoléon, il était traduit devant un tribunal, il était fusillé, et puis voilà, et le roi de France, naturellement, revenait sur le trône. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant là-dedans, on peut faire le parallèle, c'est-à-dire qu'eux espéraient profiter de l'absence de Napoléon. Voilà. Et c'est en quelque sorte, on le sait, c'est une stratégie qui se reproduira en 1812 lors de la tentative de coup d'État, naturellement, du général Mallet. Mallet, lui, en 1812, comme on le sait, il a profité de l'absence de Napoléon, qui se trouve naturellement en Russie, à Moscou, pour fomenter son coup d'État, sa tentative naturellement de prise de pouvoir. Donc c'était un petit peu, ils avaient un petit peu la même stratégie. En tout cas, ça alertera beaucoup Napoléon, car le chevalier, dans sa lettre à Fouché, parle des républicains. Donc, on va se dire, bon, c'est une conspiration royaliste, d'accord, mais il va y avoir une sorte de collusion, peut-être un petit peu de collusion, avec également les républicains, ceux qu'on appelait naturellement les jacobins. Bon, en réalité, je pense que ça a été assez grossi par les services de Fouché, on va dire, et le chevalier, il le dira lui-même, se berçait d'illusions. Et j'ai oublié de dire qu'avant d'être fusillé à Paris, il écrira son testament. Enfin, il écrira un testament, il confiera son fils naturellement au bon soin de sa belle-sœur. Très bien. Et il dira dans la lettre qu'il adresse, oui, dans son testament, il écrira une phrase, on pourrait dire, qui est une sorte de testament politique, car il écrira périssons du moins, donc périssons du moins avec gloire, puisque nous ne pouvons vivre avec honneur. Voilà, je dirais, c'est un petit peu le testament politique de ce personnage, le chevalier. Voilà, je pense vous avoir pratiquement tout dit de cette affaire, qui aura un retentissement, un assez grand retentissement en Normandie. Sur place, bon, quand même, ça va interpeller beaucoup les esprits. Voilà. Je vous ai tout dit, ça fait 1h20. Je vois qu'il y a toujours 6 personnes, donc c'est bien. Voilà, ça fait peut-être ça doit faire environ, merci, c'est très gentil. Monsieur Eric m'en fait, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors je vais essayer d'en terminer parce que j'avais dit que ça serait
Ça serait la dernière, c'est promis, juré. J'avais pas du tout prévu de me lancer dans ces conspirations royalistes, et puis finalement, ça doit être la cinquième. Ça doit être la cinquième vidéo que je fais sur ce sujet. Je n'avais pas du tout prévu, mais en même temps c'est intéressant parce on apprend beaucoup de choses, même si on s'éloigne un petit peu de l'Empire, des grands événements de l'Empire. Mais malgré tout, Napoléon, il est quand même toujours là. Il est jamais bien loin, bien entendu. Il est jamais bien loin. Alors, j'en ai terminé, je pense. Je vous ai pratiquement tout dit. Je vais faire un petit bond dans le temps pour en terminer avec ces affaires royalistes, et puis comme ça en sera fini. En 1812, j'y ai fait allusion une fois, mais bon. En 1812, donc là on saute, hein, là on va en arriver, c'est la campagne de Russie. Hein. En 1812, il y aura une dernière affaire. Je reprends un petit peu, mais je vais prendre un petit peu mes notes, même si je connais quand même, je connais que voilà. En 1812, aura de nouveau une affaire qui sera menée par un royaliste, toujours, par un chouan, alors cette fois-ci un breton, un personnage qui s'appelait Jean-François, et il a un nom à tiroir lui aussi, Jean-François Edmé Lepage de Bar. Voilà. En fait, contrairement aux apparences, il n'était pas noble du tout, malgré son nom à tiroir, il était fils de notaire, quelque chose comme ça. Alors par contre, c'était un fervent royaliste. Il avait été un des lieutenants de Cadoudal. Sauf qu'au moment de l'exécution commencée de Cadoudal en 1804, lui, ce Lepage de Bar, va s'exiler en Angleterre. Vous savez qu'il y en a. J'ai parlé d'Hyde de Neuville une fois, lui devait s'exiler aux États-Unis, et finalement, j'ai revérifié, il est parti s'installer un bon bout de temps en Angleterre, où il s'établira d'ailleurs médecin. Il va se mettre, c'est brûlant d'actualité, on pourrait dire, il se mettra à vacciner les gens, les Anglais. À l'époque, c'était surtout, sauf erreur, c'était surtout le grand combat de l'époque, c'était la variole. C'était la variole. Hyde de Neuville. Alors lui, ce Lepage de Bar, s'installe en Angleterre, il va essayer de se pousser comme ça, de se faire valoir un petit peu auprès des princes Bourbons en exil. Il n'obtiendra rien pratiquement, à tel point qu'il tentera une fois un débarquement sur les côtes de France. Il ne pourra même pas, il sera interpellé par les Anglais. Il n'ira pas plus loin que le port de Plymouth. Il était en Angleterre, il sera arrêté dès le port de Plymouth. Voilà. Mais malgré tout, il va tenter de nouveau sa chance, et il débarquera en 1812. Tout à fait, il débarquera en 1812 sur une petite île, moi je connais pas la Bretagne, sur une petite île bretonne qui s'appelle l'île de Watt. Je pense qu'on prononce Watt. L'île de Watt, ça s'écrit H-O-U-A-T. L'île de Watt. Sauf qu'il n'avait aucun soutien logistique. Lui, il a débarqué, je crois, avec 3 comparses. C'était des fervents. Hein. Il espérait pouvoir soulever comme ça un petit peu la population, sauf que ça va échouer lamentablement. Aussitôt quasiment débarqué sur les plages de cette petite île de Watt, ils vont être interpellés par les gardes-côtes, gendarmes napoléoniens, etc. Il va y avoir des échanges de coups de feu, et ce Lepage de Bar va trouver la mort. Donc lui, son aventure va s'arrêter là. 1812, ça sera quasiment le dernier événement. Après, et je vais en parler vraiment très brièvement, voilà. Qu'est-ce qui se passe en 1812 ? Naturellement, c'est la tentative. Je ne vais pas en parler, on pourrait en parler longtemps. C'est la tentative, c'est le coup d'État de Mallet. Et à propos de Mallet, on sait qu'il, comment dirais-je, on sait qu'il va arrêter notamment Savary. Savary va se retrouver en prison, hein, le fameux duc de Rovigo, et je repense à lui d'un seul coup parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure des filles de la baronne Haquet de Férolles qui tenteront d'obtenir la grâce de Napoléon. Napoléon est à Schönbrunn. Napoléon, il arrive le soir, à la nuit tombée. Elles ont attendu pendant des heures sous la pluie, que sais-je. Et Napoléon, le soir, il arrive à cheval, après je suis parti en reconnaissance, que sais-je, d'accord. Il descend de cheval et tout, il monte le perron pratiquement du château de Schönbrunn, et il s'est demandé qu'est-ce que c'était que ces filles qui vont se jeter à ses pieds, d'accord. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il n'était pas tout seul, avec lui il y avait naturellement Savary qui était de camp. On sait que Savary suivait partout comme son ombre, Napoléon, d'accord. Et Savary raconte dans ses mémoires,
cette entrevue, si je puis dire, entre les filles de la baronne de Férolles et l'empereur. C'est pour ça que je repense à ça. Mais pour en revenir à Mallet, lui Mallet, général considéré comme plutôt, bien entendu, républicain, bien sûr, républicain. On sait qu'il va tenter son coup qui va échouer finalement au bout de quelques heures. Hein. Il sera confondu au bout de quelques heures. Mais pourquoi je parle de Mallet? Ça se passe en 1812. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était en prison, on sait qu'il a fait un temps de prison, après il était mis sauf erreur, dans une maison de santé parce qu'il était peut-être un petit peu bref, sauf que dans cette maison de santé, vous pensez bien que il recevait du monde, il pouvait sortir un petit peu, c'était beaucoup plus cool, on va dire, hein, comme détention. Et lors de son séjour là-dedans, il fera la connaissance il va avoir partie liée, si je puis dire, avec un prêtre qui s'appelait l'abbé Lafont. L'abbé Lafont, c'était un fervent royaliste. Et Mallet avec l'abbé Lafont vont échafauder cette tentative de coup d'État Mallet qui finalement échouera. Et lors de son séjour effectivement en prison, Mallet fera la connaissance d'un personnage aussi, d'un personnage important qui s'appelle Berthier de Sauvigny. Voilà. Ce Berthier de Sauvigny, en fait, c'était un royaliste aussi, mais il était le frère, c'est le frère moins connu, on va dire, de Ferdinand Louis Berthier de Sauvigny. Voilà. Louis Berthier de Sauvigny. Et ce Ferdinand Louis Berthier de Sauvigny, pourquoi je vous parle de ce personnage? Alors d'abord parce que moi, quand je suis tombé sur lui, ça m'a rappelé des vieux souvenirs de lecture. Berthier de Sauvigny. Moi, dans mon esprit, Berthier de Sauvigny, j'ai lu un article il y a peut-être 30 ans pratiquement, dans un vieux numéro d'Historia. Vous savez, à l'époque, il y avait Historama, bref, n'importe. Berthier de Sauvigny. Pour moi, Berthier de Sauvigny, c'était la Révolution, effectivement. Berthier de Sauvigny était un noble qui a fait partie des tout premiers nobles massacrés au tout début de juillet 1789. Il sera lynché, décapité, que sais-je, dans des conditions assez vraiment atroces. Et pourquoi? Parce que, j'ai vérifié ça, Berthier de Sauvigny il avait notamment comme attribution, comment dirais-je, il était chargé du ravitaillement en nourriture, plus ou moins, de la capitale. Comme on sait, en 1789, il y avait eu des famines, et puis il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi Louis XVI, vous savez qu'il y avait les fameux régiments étrangers, les régiments allemands, etc. Des rumeurs comme quoi que Louis XVI tentait, à tort ou à raison, à mon avis plus à tort qu'à raison, mais tentait d'affamer la capitale, d'affamer les Parisiens. Et ce Berthier de Sauvigny, il va être pris un jour, il va être reconnu, il va être interpellé, on va l'accuser de vouloir, puisqu'il était s'occuper du ravitaillement, il va être accusé de vouloir affamer le peuple, naturellement, et il va être lynché, la tête au bout d'une pique, tout ce que vous voulez. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce que mon personnage, Ferdinand Louis Berthier de Sauvigny, c'est son fils. Alors lui, vous pensez bien que son fils, en 1789, il était tout gamin, je crois qu'il avait une quinzaine d'années, il a émigré rapidement, mais compte tenu naturellement de la mort terrible de son père, lui va rester toujours un fervent royaliste. Et que va faire ce Berthier de Sauvigny, comme tant d'autres, il va se tenir un petit peu tranquille sous l'Empire, il va rentrer en France, etc. Il va bénéficier de la loi d'amnistie, ok, mais sauf qu'il continuait naturellement à conspirer un petit peu par derrière. Et ce Berthier de Sauvigny est connu pour avoir fondé, oui, tout à fait, pour avoir fondé en 1806 ce qu'on appelle moi je ne connaissais pas trop sincèrement, ce qui s'appelle les Chevaliers de la Foi. Qu'est-ce que c'était que les Chevaliers de la Foi? C'était une société secrète, bien entendu. Sauf que Berthier de Sauvigny était peut-être un petit peu plus intelligent que certains, et puis surtout en 1810, pardon, il a dû se dire, Napoléon est au sommet, c'est la vérité, Napoléon est au sommet de son pouvoir. 1810, c'est ce qu'on a appelé le Grand Empire, c'est le mariage avec Marie-Louise, tout ce que vous voulez. On ne voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait déstabiliser Napoléon. Donc Berthier de Sauvigny, lui, va réfléchir, il va se dire les actions violentes du style enlever un évêque, attaquer une diligence, rançonner des gens comme ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir renverser l'usurpateur, du tout, du tout. Alors il a réfléchi, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais créer une société secrète qui était très hiérarchisée, je dirais un petit peu sur le modèle de la franc-maçonnerie. Et à l'époque, c'était la mode, hein, ils étaient tous plus ou moins dans la franc-maçonnerie. Hein, voilà. Il va faire ça, Chevalier de la Foi. Mais alors, cette société secrète Chevalier de la Foi sera, je dirais, non violente,
non violente. Lui, son objectif, c'est de fédérer tous les mouvements royalistes. Un petit peu pour faire un parallèle, on pourrait penser un petit peu, toute proportion gardée, au rôle par exemple de Jean Moulin pendant la guerre. Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle naturellement pendant la guerre en France, pour fédérer tous les réseaux, bien entendu, de résistants. C'est un peu le même principe, on va dire, de ce Berthier de Sauvigny. Lui, son but, c'est de fédérer tous les royalistes en un seul mouvement, chevalier de la foi. Et le jour venu, dans un avenir X, si Napoléon chute, finalement c'est ce qui va se produire, 1814, et bien à ce moment-là, nous, chevaliers de la foi, nous sortirons de l'ombre, naturellement, on s'armera, etc. Et on contribuera, bien entendu, et c'est ce qui va se passer, on contribuera au retour de Louis XVIII au pouvoir. Et en 1814, au moment de la Restauration, et ben les chevaliers de la foi, en quelque sorte, n'auront plus de raison d'être. Berthier de Sauvigny va dissoudre, si je puis dire, son mouvement. Et les chevaliers de la foi vont se transformer, mais c'est une autre histoire, vont se transformer plus ou moins en parti politique. C'est ce qui donnera sous la Restauration le parti ce qu'on appellera le parti des ultras, les ultra royalistes, ceux notamment qui vont participer à ce qu'on a appelé la terreur blanche. Terreur blanche, et puis eux, leur objectif c'était d'en revenir à la société d'Ancien Régime, s'ils avaient pu. Ça ne sera pas vraiment un produit, et comme on sait, ça terminera mal, ça terminera même très mal pour tous ces gens-là. Alors là-dedans, lui, il avait des grands noms de la noblesse française. Vous aviez Montmorency, vous aviez Noailles, vous aviez les Polignac, vous aviez les que sais-je, les Rochambeau, les machins, oui, ils étaient tous là-dedans, les gars. Et comme on sait, en 1830, ça finira par une autre révolution. Donc ils ne seront pas vraiment payés de retour. Mais bon, lui, ce Berthier de Sauvigny, c'était tout à fait son idée. J'en ai terminé avec ces affaires de conspiration royaliste. C'est très très bien. C'est parfait. Et oui, il y aurait encore, bien entendu, toujours des choses à dire. J'en profite pour ceux qui m'ont écouté ou qui me réécouteront, puisque après je poste sur YouTube. J'ai parlé précédemment d'un personnage qui s'appelait Lahaye Saint-Hilaire. Lahaye Saint-Hilaire, pour ceux qui m'ont suivi. Et j'avais dit que Lahaye Saint-Hilaire, on ne connaissait pas trop ses origines. Et en fait, il s'avère qu'il était noble lui aussi. C'était de la noblesse de chevalerie très très ancienne. Et de nos jours, alors lui ça se passe en Bretagne, et de nos jours il y a toujours un château Saint-Hilaire. Et en réalité il se prénommait Édouard. Édouard Lahaye Saint-Hilaire. C'était de la petite noblesse, bretonne. Voilà. C'est très très bien. Ça c'est bien. Voilà. Alors, et je vais donner le mot de la fin, si je puis dire. Je vais donner ça sera ma conclusion, on va dire. Dans 33. Oui, la conclusion, tout à fait. Je vais la donner à Louis XVIII, c'est un petit peu paradoxal. Pour un membre du souvenir napoléonien, de donner la parole à un Louis. Mais bref, c'est ainsi. Louis XVIII dira en 1813, etc. Alors d'abord, il va lancer à un moment donné, il va lancer un appel, c'est-à-dire qu'en 1813, effectivement, il dira à tous ces conspirateurs royalistes, il leur dira le temps de se montrer plus efficacement est arrivé. C'était l'ordre, pratiquement, c'était un ordre d'insurrection. Et c'est ce qui va petit à petit, c'est ce qui se produira, bien entendu, notamment dans le Midi, comme on sait, dans le Midi de la France, dans la région bordelaise. Je pense à quelqu'un qui m'a suivi ou qui me suit, là. On le sait, hein, il y aura il y aura du d'Angoulême qui viendra à Bordeaux, etc. J'en ai parlé la dernière fois. Et en conclusion, Louis XVIII ajoutera aussi, Louis XVIII il dira que, tous ces fervents royalistes qui eux travaillaient pour sa cause, il dira que le zèle de ses serviteurs était parfois allé trop loin dans les moyens d'exécution. Voilà. C'est-à-dire que Louis XVIII considérera que finalement c'était très bien, ils l'ont servi, mais que attaquer une diligence, enlever un sénateur, est-ce que ça valait le coup quelque part finalement de risquer la mort, parce que beaucoup naturellement ça a terminé par la mort. Est-ce que ça valait le coup de fomenter de telles actions pour finalement pas grand chose. Voilà, donc c'est la conclusion que je pourrais donner un petit peu, donner la parole à Louis XVIII. Alors je vais en terminer. Oui, 1h35, il y a encore si très bien. Je vais en terminer en vous donnant la biographie
pour ceux qui seront intéressés, en vous donnant la biographie sur laquelle je me suis appuyé pour, encore une fois, pour réaliser cette modeste conférence entre guillemets. Hein. Encore une fois, moi je ne suis pas historien, je suis pas historien professionnel, même si j'aime beaucoup l'histoire, mais voilà. Alors, la biographie. Alors, tout d'abord, les royalistes et Napoléon, bien sûr, les royalistes, alors ça j'en parle à chaque fois. Les royalistes et Napoléon, c'est un livre qui a été écrit par un historien universitaire qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jean-Paul Berthaud, et livre qui est paru en 2000. Berthaud, alors ça c'est très très bien. Ça il vous raconte tout, hein. Tout par le menu, tout ce qui s'est passé, toutes ces affaires qui auront lieu finalement pendant quasiment toute la partie du consulat et presque jusqu'à la toute fin de l'Empire. Il raconte vraiment tout, c'est vraiment très très bien. Hein. Moi, ça, vraiment, je le conseille. Alors ensuite, vous avez... essayez d'attraper ça. Oula. Ah oui, alors ensuite, vous avez, je le cite aussi souvent, vous avez un livre qui s'appelle La police et les chouans. La police et les chouans sous le consulat et l'Empire. Ça, c'est un livre qui est paru en 1800, ça ne veut pas dire, qui est paru en 1895, et dont l'auteur s'appelle Ernest Daudet. Alors ça, je vous le montre, c'est mon édition à moi qui était une édition ancienne, 1895, voilà, on voit pas grand-chose, bien entendu. Alors ça, c'est très très bien. Alors lui, cette affaire dite de Combray et du bois du Quesnay, comment dirais-je, Ernest Daudet la raconte en long et en large, mais il ne parle pas que de ça, hein, il parle d'autres conspirations royalistes. J'ai parlé de l'affaire des plombs la dernière fois, il en parle, Armand de Chateaubriand, il nous raconte tout ça. C'est vraiment très très bien. Et Ernest Daudet est historien et journaliste, sauf erreur, et c'est le frère méconnu, comme on le sait, c'est le frère un petit peu méconnu d'Alphonse Daudet, simplement. C'est le frère d'Alphonse Daudet. Voilà, voilà. Ça, c'est très bien. Alors ensuite, un autre historien, tout à fait, il faut que je le cite quand même aussi. Un autre historien, oui, il est là, c'est ça, tout à fait. Un livre qui s'appelle Tournebut. Voilà, Tournebut que je montre. On voit peut-être pas. Ah oui, on le voit. Voilà. Tournebut. Alors pourquoi Tournebut? C'est le titre du livre. Tournebut, tout simplement, c'est parce que c'était, c'est toujours d'ailleurs, c'était le nom d'un des châteaux de la baronne de Combray dont j'ai parlé. Elle avait plusieurs châteaux comme ça en Normandie et où elle attendait, elle attendait désespérément que le roi de France vienne un jour coucher chez elle. D'accord, ça ne se produira pas, mais bon. Alors elle, par contre, j'ai parlé d'elle tout à l'heure. J'ai parlé d'elle condamnée à 22 ans de prison. Elle va faire les premières années, puisque nous sommes en 1800. Le jugement est rendu en 1808. Elle va rester en prison. Après, elle ira à l'hospice, parce que naturellement, elle vieillit de plus en plus, l'hospice de Rouen, jusqu'à la toute fin de l'Empire, en 1814. Et sous la Restauration, elle sera encore en vie, elle sera libérée, etc. Et son vœu sera exaucé, car elle rencontrera, elle sera reçue en audience à Paris par le roi Louis XVIII. Donc, vous pensez bien qu'elle a pu, voilà, elle devait être très contente, bien entendu, ce jour-là. Et donc, elle avait un château qui s'appelait Tournebut. Et Tournebut, alors tu sais, Tournebut, c'est un livre d'histoire qui est écrit par un auteur bien connu qui s'appelle Le Nôtre. Le Nôtre qui signait G. Le Nôtre. Bon, Le Nôtre, c'est un petit peu le, comment dirais-je, en France, il a écrit une biographie de Napoléon qui est sans doute pas la meilleure, mais bon, comment dire, c'est un petit peu le chantre, on va dire, un petit peu de ce qu'on appelle la petite histoire. C'est-à-dire que Le Nôtre, lui, il a fait beaucoup de recherches dans les archives et il s'attachait, non pas, je dirais, il n'a pas écrit que sur l'empereur, hein, sur d'autres sujets, il s'attachait non pas, je dirais, aux grands événements historiques, mais à la petite histoire, à ce que devenaient les gens. Par exemple, j'ai parlé du personnage Buquet tout à l'heure, le receleur, Le Nôtre nous en parle, il nous raconte qu'après, lui, Buquet, il avait gardé l'argent pour lui, et puis sous la Restauration, il va continuer à bien en profiter. Voilà, voilà. Et alors voilà pourquoi Le Nôtre, alors lui, je m'en suis à peine servi de lui, mais alors il raconte tout en long et en large là-dedans. Et comme on le sait, voilà, on tourne au but, donc surtout cette affaire du Quesnay. Voilà, il y a une photo
Je monte, on voit pas grand chose. Voilà. Voilà. Ça c'est le château de Tournebus, mais qui a été complètement refait, détruit et refait totalement dans un style différent au 19e siècle. Et comme on sait, Le Nôtre, ce n'était pas tout à fait son vrai nom, il signait G. Le Nôtre. Il s'appelait en réalité, si je ne m'abuse, Théodore Gosselin, le G pour Gosselin. Le Nôtre, c'était le nom de sa mère, paraît-il, puisque sa mère était une lointaine descendante, paraît-il, d'André Le Nôtre, qui était le jardinier de Louis XIV. Le Nôtre, c'est les jardins de Versailles, bien sûr, c'est les jardins, ce qu'on appellera les jardins à la française. Voilà. Voilà, Tournebus, c'est bien. C'est bien. Ensuite, vous avez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié quelque chose. On va pas tarder, 1h41. Facebook m'accorde 2 heures, mais c'est quand même c'est très long, donc je vais en terminer. Voilà. Alors là, c'est plus particulièrement. Là, on n'est plus en Normandie, mais j'en profite. Et ça peut intéresser. Nous sommes en Vendée. J'ai oublié la dernière fois lorsque j'ai parlé des affaires en Vendée. J'ai oublié un auteur important, un historien qui s'appelait Émile Gabory. Voilà. Et je montre celui-ci notamment. Bon, sans doute certaines personnes qui me font la gentillesse de m'écouter doivent connaître. Voilà, Émile Gabory qui a écrit. Alors lui, il en a écrit deux, sauf erreur, il y en a un, c'est la période de la Révolution et la Vendée, et un deuxième sur Napoléon et la Vendée. Et Émile Gabory était bien placé, pourquoi? Parce qu'il était historien, il était archiviste, ce qu'on appelle archiviste paléographe, d'accord. Et dans le cadre de ses activités professionnelles, il avait été nommé en Vendée. Alors, vous pensez bien qu'il avait accès, aux archives, et il a pu travailler le sujet. Et alors là, bon, là c'est ce qui se passe en Vendée, mais il aborde des affaires précédentes auxquelles j'ai parlé les fois précédentes. Ensuite, vous avez une petite plaquette qui s'appelle Armand Victor le Chevalier, note sur la chouannerie normande. Ça date de 1932. C'est un petit opuscule que je vais montrer. Voilà, c'est un tout petit truc. C'est un tout petit. Il y a une vingtaine de pages. Hein. Il n'y a pas grand chose. Ça s'appelle Armand Victor le Chevalier, note sur la chouannerie normande. C'est signé par un monsieur, probablement qui devait être bibliothécaire ou un érudit local, je ne sais pas, qui s'appelait Létienne. Et c'est paru en 1932 à Bayeux. Alors ça, moi j'en ai trouvé un exemplaire sur internet et puis c'est tout. Alors c'est intéressant parce que là-dedans il reproduit notamment, mais ça a été repris par d'autres historiens, mais lui reproduit, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis il devait être aussi archiviste, quelque chose comme ça, il reproduit notamment en intégralité le testament d'Armand le Chevalier dont j'ai parlé tout à l'heure. Et détail étonnant dont je ne m'étais pas vraiment moi rendu compte quand j'ai commandé, quand j'ai reçu ce petit fascicule il y a quelques semaines à peine, c'est qu'il a dédicacé à la plume, évidemment, parce que nous sommes en 1932, hein, il a dédicacé, et je vais vous montrer la dédicace, si on voit, voilà. Voilà, je pense qu'on voit. Et donc ce monsieur Létienne a dédicacé ce petit opuscule en particulier à Madame et à Monsieur Chevalier, bien cordial mal. Madame et Monsieur Chevalier. Je me suis dit, c'est quand même étonnant. Il écrit sur le personnage le Chevalier et il dédicace à Monsieur et Madame Chevalier. Alors soit ce sont des homonymes qui n'ont rien à voir, soit il est possible que ce soit des descendants. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnage Armand Victor, le personnage, oui, bonsoir, bonsoir Odile, c'est gentil. Mais il y aura le replay, c'est pas grave. Ah, on me dit les sous-titres, je ne sais pas. Oui, alors bon, Facebook Live n'est jamais très parfait. Mais après, je poste sur YouTube, il n'y a plus de sous-titres à mon avis. Hein. Alors, c'est Armand Victor le Chevalier, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a eu un fils alors qu'il était en prison. Et ce fils aura des enfants, il aura 2 fils lui-même, dont un qui fera plus ou moins de la politique. Donc c'est ce qui me fait dire que dans les années 30, il est possible qu'il y avait des descendants chevaliers et que ce petit fascicule d'un certain monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Létienne, l'est dédicacé à des descendants de ce personnage Armand Victor Chevalier. C'est fort possible. Et pour en terminer avec ce personnage tout à l'heure, je vous ai dit que moi ça m'avait évoqué quelque chose sur le chevalier. Ben oui,
c'est pas forcément très connu, mais Armand Victor Chevalier, comme je l'ai dit, est fusillé à Paris en 1808. Il a un fils, donc il a un gamin qui va être orphelin. Ce gamin sera élevé il va être élevé par sa tante, bien entendu, élevé par sa tante. Sous la Restauration, Louis XVIII le fera rentrer dans les pages. Vous savez, il y avait des pages dans la maison du roi, d'accord. Il aura la possibilité aussi comment dirais-je, d'être scolarisé, on dirait de nos jours, au lycée Henri IV à Paris. Au lycée Henri IV. Alors par contre, il va avoir après un parcours totalement différent de son père. Son père était un fervent royaliste, et lui sera plutôt un républicain. C'est-à-dire que sous le Second Empire, après, il s'opposera à Napoléon III. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce Le Chevalier? Moi, c'est pour ça que c'est un nom qui m'a interpellé. Ce Le Chevalier, il se prénommait Armand Gilbert, d'accord, Armand Gilbert Le Chevalier. Et ben lui, il sera libraire, éditeur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les napoléoniens, pour les amoureux de livres anciens, ça parlera peut-être à certaines personnes. Regardez vos livres anciens, si vous en avez. Je pense à certaines biographies de Napoléon et tout. Il y a un livre sur la conspiration du général Mallet, j'ai vu ça. Parfois, vous verrez la maison d'édition, éditeur Le Chevalier. Et ce Le Chevalier est éditeur et souvent, comment dirais-je, il s'associera avec d'autres maisons d'édition qui ont disparu de nos jours, notamment avec Paulin. Il y avait Paulin et Dubochet, notamment. Alors vous verrez, on voit parfois Paulin et Le Chevalier. Ce Le Chevalier, cette maison d'édition, c'est tout simplement le fils du conspirateur royaliste fusillé à Paris en 1808. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de parler, je m'éloigne de l'écran, de parler de Le Chevalier. Je vous ai pratiquement tout dit, 1h45, voilà. C'est très bien, oui, bien sûr. Parfait, Odile. C'est très bien, oui. Voilà. J'en ai terminé. Dernier point, alors je vous ai donné la biographie, j'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié, c'est pas très important, mais pour les amateurs de romans, parce que des fois toutes ces affaires ont donné lieu à des romans historiques. Et sur cette affaire, inspiré, je dirais plus exactement de cette affaire, il existe un roman de Balzac. Alors évidemment, c'est pas le roman de Balzac le plus connu, mais tout de même. Et ce roman de Balzac s'appelle Madame de la Chanterie. L'envers, le titre exact, c'est L'envers de l'histoire contemporaine. L'envers de l'histoire contemporaine. C'est un roman d'Honoré de Balzac qui est intégré, je dirais, dans sa grande fresque, La comédie humaine. D'accord. Alors lui s'est inspiré du personnage de la marquise de Combray, sauf que naturellement Balzac change les lieux, les dates, les noms, etc. Lui va l'appeler la marquise de la Chanterie, et c'est un roman de Balzac qui est paru en 1848. Donc pour les amateurs de romans historiques, voilà. J'en ai terminé, j'ai fait le tour. Je ne pensais pas sincèrement avoir le temps de tout dire, mais c'est ma foi, je pense que c'est relativement exhaustif. Après, on peut toujours, voilà, mais je vous renvoie au livre éventuellement, ceux qui sont intéressés. J'en ai terminé, 1h50, oui, il faut arrêter. J'en fais un petit peu moins parce que les 10 premières minutes, voilà. Il ne me reste plus, oui, le replay, bien sûr, oui. Tout à fait, le replay. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Il est 19h45. Alors le replay sera visible sur ma page Facebook. Au bout d'un certain temps, ce soir peut-être, il y aura le replay pour ceux qui s'intéressent de me réécouter. Oui, tout à fait. Et très bien. Et ensuite je diffuse, je poste la vidéo pour ceux qui voudraient éventuellement sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Philippe Barthelemy sur YouTube. En principe, vous voyez ma trombine, si j'ose dire, et on peut me retrouver. Il y a quelques personnes qui me font l'honneur, si je puis dire, de me suivre, mais je la mettrai sur YouTube un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que je retire toujours les premières minutes inutiles
Bon là, le petit intermède avec les charlots au début, peut-être que je le supprimerai. Avec un logiciel de montage. Vous savez, on peut faire des coupures vidéo. Ça me permet de retirer, mettons, les 10 premières minutes relativement inutiles où j'attends que les gens se connectent pour ne garder vraiment que l'essentiel, je dirais, de mon propos. Merci beaucoup, cher Claude Tranet. C'est très gentil à vous. Je lirai les commentaires un petit peu plus tard. C'est très très bien. Voilà. Donc j'en ai terminé. Il y aura le replay, il y aura YouTube. Voilà. C'est ma dernière. Oui, c'est ma dernière conférence entre guillemets euh, sur ces conspirations royalistes. Je n'avais pas prévu du tout de m'embarquer dans ce sujet-là, mais malgré tout, on apprend des choses. Voilà. Et je reviendrai peut-être, j'ai d'autres sujets en tête, mais sincèrement, ça sera pas pour tout de suite. En ce moment, vous savez qu'avec la situation, c'est pas facile. Hein, il y a beaucoup d'annulations, malheureusement, en cette année bicentenaire. Malheureusement. On espère qu'un certain nombre de manifestations, à commencer par les manifestations officielles, notamment du souvenir napoléonien, le 5 mai, pourront avoir lieu. On espère. On ne peut jurer maintenant, malheureusement de rien. Malgré tout, alors en attendant, bon, il y a des conférences un petit peu partout. Il y a des conférences qui sont proposées notamment par la Fondation Napoléon, par le souvenir napoléonien, auxquelles tout un chacun peut se référer. Avec des sujets divers et variés et des intervenants de qualité. On a eu il y a 15 jours, je crois, sur un nouveau média qui s'appelle Conférencia. Il suffit de s'inscrire à l'avance, une conférence donnée à propos de de la parution de son tout dernier livre, conférence très intéressante de l'historien David Chantran. C'est très très bien. Et mon ami, je sais, Thierry Choffa nous fera bientôt une intervention, sauf erreur, une conférence. Je crois que c'est le 19 mars, consacré un sujet qui lui tient à cœur, consacré au bonapartisme. Ceci, je dirais, est une autre histoire, hein, naturellement, que les conspirations royalistes. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, c'est très bien. Et oui, tout à fait, 19h50. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Il faut continuer à faire attention, bien entendu, compte tenu de la situation. Et en ce qui me concerne, je le dis souvent un petit peu comme une boutade, hein, je vais aller manger la soupe, hein, je fais ce que j'ai dit la dernière fois, et je vais regarder naturellement, Colombo, parce que le samedi soir, il y a Colombo à la télé, vous comprenez? Bon, sauf que Colombo, ce sont des enquêtes policières, mais pas tout à fait, naturellement, c'est pas tout à fait les mêmes. Généralement, il y a un mort aussi, c'est vrai, mais bon, c'est pas tout à fait... il n'y a pas de guillotine, en tout cas. Bref, voilà. C'est très très bien, merci beaucoup, voilà, très très bien, oui bien sûr, je relirai les messages un petit peu plus tard, et ma modeste contribution, je dirais, à l'épopée napoléonienne sera visible en replay et ensuite sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, et bien entendu, vive l'empereur!